Donc, bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes au troisième rendez-vous du cycle Nouveaux ruraux, nouvelles ruralités organisé par le Réseau rural breton, la chaire territoire et mutation de l'action publique de Sciences Po Rennes et puis l'Institut Agro Rennes-Angers. Moi, je suis Marianne Pabeu, je travaille à la région Bretagne et je m'occupe du pilotage technique du Réseau rural breton. Alors, le Réseau rural, rapidement, c'est un outil prévu par le FEADER qui, en théorie, sert à plein de choses. Donc, la bonne exécution des fonds européens, imaginer l'avenir, l'information des bénéficiaires et du grand public, l'innovation territoriale, le développement rural, l'échange entre acteurs. Concrètement, souvent, les réseaux ruraux, et particulièrement en Bretagne, c'est un lieu de partage, de réflexion et d'initiative autour des questions rurales. Pour ce troisième rendez-vous rural, celles et ceux qui arrivent, je vais laisser Gaël Lilly, animateur technique de la chaire Territoire et mutation de l'action publique de Sciences Po, de présenter la chaire qui est partenaire de ce cycle. Puis Catherine Lédin de l'Institut Agro Rennes-Angers lancera la rencontre à proprement parler. Merci Marianne. Donc, bonjour à tous. Merci d'être connectés pour suivre ce webinaire. Donc, je travaille à la chaire Territoire et mutation de l'action publique de Sciences Po Rennes. Donc, c'est une chaire de recherche qui a trois axes de travail. Premier axe, la différenciation territoriale, les expérimentations territoriales. Une deuxième sur l'accompagnement des transitions. Et un troisième axe sur la gouvernance des solidarités et résilience territoriale. Alors en fait, l'idée de cette chaire, c'est vraiment l'hybridation, c'est d'essayer d'avoir un discours croisé entre des personnes du monde académique, mais aussi des acteurs de terrain, puisque cette chaire se fait en partenariat avec plusieurs partenaires, notamment de nombreuses collectivités territoriales de Bretagne, mais aussi de Normandie, également des partenaires privés. Et nous nous appuyons également, donc moi je fais partie du développement de la chaire, mais c'est sous l'égide de Romain Pasquier, du coup, qui est directeur de recherche au CNRS et qui du coup est titulaire de cette chaire. Et donc nos actions, nos recherches, nous les faisons aussi avec tout un réseau de chercheurs associés, comme Catherine, justement, comme Catherine Lédin, qui a du coup nous apporte cette expertise, notamment dans les politiques de solidarité, les politiques de ruralité. Et donc, parmi nos activités, nous avons toute une série de webinaires que nous organisons ou que nous co-organisons, comme c'est le cas aujourd'hui avec ce cycle des webinaires sur nouvelles ruralités, nouveaux ruraux, donc en partenariat avec l'Institut Agro Angers et Rennes-Angers et avec le réseau rural breton. Donc, cette collaboration, nous en sommes très contents puisque habituellement, nous pouvons plus être amenés à travailler sur des espaces urbains, sur des problématiques plutôt de métropole. Et donc, cette série de webinaires, elle nous permet d'aller observer, d'analyser ce qui se passe également dans les zones rurales. Donc voilà, nous sommes très contents de participer et nous espérons que vous passerez tous une après-midi extrêmement instructive. Merci. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Catherine Lédin de l'Institut Agro Rennes-Angers, donc une école d'agronomie, d'agroalimentaire, d'horticulture et de paysage qui forme des ingénieurs dans ces disciplines-là et qui fait également de la recherche. Donc, comme disait Marianne, hein, nous sommes à notre troisième webinaire sur ce cycle des nouvelles ruralités. Aujourd'hui, en fait, on s'intéresse à celles et ceux qui arrivent. C'est après des réflexions que nous avons eues sur déjà décrire et définir ce qu'est le rural. C'était notre premier webinaire. La dernière fois, nous nous sommes intéressés à celles et ceux qui restent. Un petit clin d'œil à Benoît Coquart et son ouvrage, qui étaient ces habitants qui demeuraient dans les zones rurales. Et aujourd'hui, donc, c'est celles et ceux qui arrivent. Alors, la grande question, c'est, tel que les médias l'ont annoncé, est-ce qu'il y a véritablement une ruée vers les zones rurales? Si oui, de quoi parle-t-on? Quelle est cette ruée? Quelles seraient ces personnes, ou quelles sont ces personnes qui arriveraient dans ces zones rurales? Avec quel projet de vie, projet professionnel? Et finalement, comment s'inscrit en fait cette arrivée, dans quel parcours biographique?
Donc, pour cela, on a invité 3 personnes et qu'on remercie vivement d'avoir accepté d'intervenir dans ce webinaire. Donc, la première personne, c'est Max Rousseau, politiste, chercheur au CIRAD, qui va nous présenter en fait une étude toute récente, justement sur cet exode urbain en faveur des zones rurales. Je n'en dis pas plus. Ensuite, nous aurons une intervention de Jean-Yves Pinault, directeur de Localos, et que certains ont peut-être déjà croisé, puisque auparavant, il exerçait au sein du collectif Ville Campagne. Et enfin, nous terminerons avec Dorian Marie, membre de Ruisseau, une coopérative citoyenne et conviviale au service des communs, pour avoir un témoignage du terrain. Voilà, je ne vais pas être plus longue et je laisse la parole à Max Rousseau. Donc, merci beaucoup, merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Max Rousseau. J'ai coordonné effectivement une étude pour le réseau rural, justement, qui a été lancée en plein confinement pendant le Covid. Et donc, à l'époque, il y avait tout ce battage médiatique autour d'un exode urbain. Il y a eu 1500 articles de presse, je crois, sur ce thème. Donc, du coup, nous, on a répondu à l'appel à projet, on l'a obtenu. Et l'idée était donc, à l'époque, on ne savait pas très bien ce qui se passait, donc c'était d'aller assez vite. On n'avait pas beaucoup de temps pour faire l'enquête, on avait juste 1 an pour essayer de voir un peu s'il se passait quelque chose ou pas. Donc, moi, j'ai coordonné l'enquête qualitative et puis il y avait 2 équipes quantitatives. Donc, on a arrêté le projet, il s'est achevé il y a 1 an à peu près. Donc, je vous présente, donc j'ai arrêté de travailler là-dessus, mais je vous présente simplement les principaux résultats de notre enquête aujourd'hui. Donc, c'est un PowerPoint que j'ai fait avec ma collègue Aurélie Delage, qui est dans la même UMR que moi et qui a coordonné ce projet avec moi. Donc, on était une douzaine d'enseignants-chercheurs quand on a répondu à cette enquête. On était présents dans pas mal de territoires français, parce que quand on a répondu, il y avait encore le périmètre de 100 km, on ne pouvait pas se déplacer au-delà de nos villes d'appartenance. Donc, on a choisi des territoires sur lesquels on était sûr de pouvoir être capable d'enquêter rapidement et de rencontrer les acteurs locaux. Et donc voilà, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé, c'était une enquête de terrain flash, très rapidement, en quelques mois, sur des territoires auxquels on était sûr de pouvoir accéder, encore une fois. Donc il y en avait 5. Et puis, donc voilà, on a fait à peu près 120 entretiens, plus des questionnaires, assez rapidement, pour essayer de voir en temps réel si oui ou non il y avait cette vague de départ massif des métropoles qui était telle que ce qui était annoncé par la presse nationale à l'époque. Et donc la particularité de notre équipe, c'est qu'on s'intéresse plutôt à des territoires fragiles, c'est pas forcément les ruralités les plus attractives, mais c'est plutôt des territoires un petit peu en difficulté, comme par exemple les Cévennes ou les Corbières ou les Vosges du Nord. Et du coup, la problématique qu'on avait proposée, donc, quand on a répondu à cet appel à projet, c'était finalement, bon, qu'il y ait un exode urbain ou pas, est-ce que c'est vraiment ce qui compte? La vraie question qui nous intéressait, c'était de savoir si cet exode urbain, en tout cas ces migrations depuis les grandes villes, pouvaient ou non générer du redéveloppement pour les territoires, disons ruraux, les petites villes en déclin, en difficulté. Donc nous, notre problématique principale, c'était du coup de poser la question de la transition rurale ou de la méga pérurbanisation. Je m'explique peut-être, il y a 2 grandes possibilités, d'après la littérature, pour le faire très schématiquement, quand on quitte la ville pour aller dans des zones peu denses. La première, c'est ce qu'on appelle la transition rurale, c'est-à-dire qu'on va vraiment rompre ses attaches avec la ville et puis donc changer d'activité professionnelle et par exemple quitter un emploi de cadre à Paris pour reprendre une chambre d'hôte ou se lancer dans l'artisanat ou dans l'agriculture, etc., etc. La deuxième possibilité, c'est ce que nous, on a qualifié de méga pérurbanisation. C'est-à-dire que là, on va avoir des gens qui vont effectivement quitter leur emplacement au cœur des métropoles ou en banlieue, disons, pour aller plus loin. Mais cette fois-ci, ils vont pas changer d'activité. Donc, ils vont, c'est toute la problématique du télétravail. Donc, effectivement, ils vont garder, donc ça veut dire que socialement et économiquement, ils vont garder leurs liens avec la ville, ce qui change absolument tout, à notre sens, en tout cas, c'était notre hypothèse pour le redéveloppement des territoires fragilisés. Et donc, l'hypothèse qu'on faisait,
c'était que si on est face à une méga pérurbanisation, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas changer d'activité, qui vont simplement se déplacer plus loin dans des espaces de moindre densité suite à la pandémie, eh bien, sans doute leur rôle, hein, dans le redéveloppement local sera peut-être moindre que dans le cas des néo-ruraux qui vont vraiment changer d'activité. Alors, voilà, en 5 points rapides, hein, le rapport n'est pas encore sorti, je crois, mais en 5 points rapides, les grandes conclusions. Donc, la première conclusion, c'est, que ce thème de l'exode urbain n'arrive pas par hasard. Il faut le remettre en perspective dans le cadre de ces débats sur, le désamour métropolitain. Le deuxième point que je voulais développer, c'était revenir sur l'explosion de ce récit médiatique, controversé. Le troisième point, c'était de vous proposer de déconstruire, ce mythe de l'exode urbain en partant de trois grands thèmes qui ont été abondamment relayés par la presse. La quatrième, c'était de revenir sur, d'essayer de nuancer un peu les choses en parlant d'une simple accélération de la cinquième vague de néo-ruraux. Et la cinquième hypothèse que je voulais proposer, qui est peut-être plus, provocatrice, c'était d'envisager l'exode urbain sous l'angle effectivement de la pérurbanisation, donc une première hypothèse qui semble s'être confirmée en axant, ma présentation sur, la rente foncière. Alors, en premier point, je vais revenir simplement sur, le désamour métropolitain assez rapidement. Je pense que vous en êtes, tous conscients. Il y a eu un changement, disons, dans les discours depuis, maintenant une petite dizaine d'années, hein, à propos de l'option métropolitaine qui a été, privilégiée, par l'État français depuis une quarantaine d'années à présent, mais pas du tout que par la France, hein. C'est quelque chose qu'on retrouve à peu près partout, hein, bien sûr, et simplement ce qui me semble intéressant, c'est qu'effectivement on a eu, une floraison d'ouvrages, qui vont tous mettre plus ou moins l'accent soit, sur, un problème, hein, qui serait, soit métropolitain, soit urbain, soit sur, un renouveau, soit des zones, disons, de faible densité. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, ce nouveau panorama éditorial, il transcende largement le clivage politique, traditionnel qu'on a en France, donc entre la gauche et la droite, et on va avoir, à mon sens, hein, une double vision, plutôt, hostile, aux grandes villes. On a une vision qui va plutôt émaner de la gauche radicale, hein, qui va plutôt critiquer la grande ville, sous l'angle des, politiques de métropolisation. Les politiques de métropolisation, c'est effectivement tout ce qui va avoir trait à la pression environnementale qui va être, exercée par la concentration des populations dans les métropoles, l'accroissement des chaînes alimentaires pour nourrir tous ces gens, l'étalement urbain et l'artificialisation qu'elle entraîne, et cetera, et cetera. Donc là, ce sera plutôt disons une critique, de gauche, hein. Et puis, à l'autre extrémité du spectre, pardon, politique, on aura, une vision plutôt urbaphobe cette fois-ci, donc pas anti-métropolitaine, mais plutôt hostile à la grande ville en tant qu'espace, social, qui va plutôt être, disons, l'option choisie par la droite, identitaire, et qui va plutôt contester, disons, la concentration, des populations dans les grandes villes. Mais c'est un thème traditionnel des droites identitaires un peu partout, là encore dans le monde, depuis maintenant un peu plus d'un siècle. À l'opposé, donc du côté des territoires ruraux, on va avoir, tout un tas de discours, plus enchantés, hein, qui vont mettre l'accent sur cette renaissance, hein, disons, du monde rural. Donc voilà, donc ce que je voulais simplement dire ici, c'est qu'il y avait déjà un contexte intellectuel qui était plutôt favorable à l'émergence de ce récit qui avait été préparé, hein, par cette floraison éditoriale depuis, quelques années. Donc ça me paraît, important. Alors effectivement, ça explose ce thème, en mars 2020, hein, avec cette carte notamment, hein, qui doit dater de fin mars 2020, si je me souviens bien, qui est parue dans Le Figaro. Et ça, c'est aussi important que ce soit dans ce journal que ça soit sorti, hein. Parce que Le Figaro, depuis plusieurs années, avait déjà commencé à labourer un petit peu ce thème de l'exode urbain depuis, disons, le milieu des années 2000, hein, déjà. Et puis bon, ça explose à partir de mars 2020 avec cette carte qui est effectivement très frappante, hein, qui est basée sur les données d'un opérateur de téléphonie mobile, hein, Orange pour ne pas le nommer, et qui montre qu'effectivement en mars 2020, on a eu un départ, massif, hein, des principaux, cœurs métropolitains à destination de tout un tas, d'endroits de faible densité, en France. Donc, quand on regarde cette carte, on a l'impression qu'en mars 2020, ben, on a l'impression de voir la carte de la ceinture de la rouille américaine, que toutes les villes françaises se sont transformées en des Détroits ou en des Cleveland, hein, qu'elles se sont vidées de leurs habitants au profit, de l'espace rural. Donc tout ça viendrait, confirmer brutalement cette hypothèse, donc d'un exode, urbain.
Alors, parallèlement, bon, on a tout un tas de discours ensuite, plusieurs semaines après les confinements, hein, qui montrent qu'en fait, et ben, dans les cœurs métropolitains, on a tout un tas d'inégalités qui vont être révélées, hein, par les confinements, hein, notamment, bah, ces questions de surmortalité liées au Covid, qui vont avant tout frapper, les quartiers et puis les banlieues les plus pauvres des métropoles. Hem Et puis, on va voir effectivement là toute la problématique des travailleurs, essentiels, hein, qui vont continuer à travailler pendant les confinements. Là, ça, c'est une photo que j'ai prise. Moi, j'habite à Montpellier, de la place de la Comédie, qui était vide à l'époque, avec simplement des livreurs, Uber, hein, qui faisaient leur petite pause, à ce moment-là. Alors tout ça, débouche sur, rapidement sur, effectivement, quelque chose d'assez extraordinaire qui est cette, floraison, imprévue de titres, de la presse nationale autour de l'exode urbain, hein, avec tout un tas de médias, mainstream qui vont se mettre à changer leur fusil d'épaule parce que pendant quand même assez longtemps, la presse nationale avait plutôt été favorable, avait produit des discours qui étaient favorables plutôt à la gentrification, en faisant des palmarès, des quartiers où il vaut mieux s'installer, dans Paris ou dans Lyon et cetera, là où les prix montent. Et puis là, on a eu, un changement, radical de vision avec, cette fois-ci, la promotion d'un mode de vie dans les zones de faible densité, hein. Je préfère ne pas parler de campagne. Hem Et donc avec, de nouveaux palmarès, cette fois-ci de villes moyennes ou de petites villes où il fait bon vivre, et cetera. Alors, ce discours, il est à mon avis, il souffre, d'un double, biais. Le premier biais de la part des journalistes, de la presse nationale avec lesquels j'étais fortement en contact, je dois le préciser, c'était, un biais, spatial. C'est-à-dire que, en discutant avec eux, ben, on se rendait compte que finalement, ils n'avaient pas beaucoup de connaissances de la diversité des zones de faible densité, françaises. Donc c'est quelque chose qui est pas nouveau, hein, c'était comme ça. Et puis, le deuxième biais, me semble-t-il, de la part de la presse nationale, à ce moment-là, c'était un biais, social. C'est-à-dire que, ils sont intéressés à des catégories qui étaient sans doute, plus proches, tout simplement socialement, des journalistes et qui étaient notamment les cadres en télétravail. Donc on a eu cette floraison, donc ça a débouché sur un cadrage, assez spécifique, de ces fuites des métropoles sous l'angle, notamment du télétravail avec cette floraison d'articles. Et puis donc, encore une fois, ce que j'appelle la transmutation symbolique de certains espaces ruraux qui étaient peu traités, hein, par la presse nationale, jusqu'à présent et puis qui, d'un seul coup, ont été parés de toutes les vertus avec une imagerie qui rappelle quand même fortement celle de la gentrification. Donc ce récit, il faut bien le préciser aussi, a été d'emblée très controversé, hein, et a débouché sur des oppositions, hein, qu'on pouvait trouver notamment en regardant un petit peu les médias, les réseaux sociaux. Là, je vais devoir aller plus vite parce que je vois que je commence déjà à perdre du temps, mais il y a eu beaucoup de controverses. Pourtant, ce récit s'est maintenu, hein, pendant 2 ans, je dirais, et a débouché également sur la création d'un marché, hein, d'un marché avec tout un tas de petites entreprises qui ont commencé à se créer sur internet pour essayer de capitaliser sur, cet exode urbain. Donc là, c'est des sites, hein, mais le principal bénéficiaire, ceux qui ont le plus, changé leur stratégie à ce moment-là, c'était, Airbnb, hein, qui a créé des nouvelles catégories, hein, pour les gens souhaitant s'installer à la campagne, hein, et qui a changé son algorithme pour essayer de capitaliser sur ce nouveau récit. Alors, ce qui me paraît, moi, plus embêtant, c'était que, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les villes en déclin depuis très longtemps et donc je me suis tout de suite rendu compte que les villes en déclin, celles qui vont mal, celles qui perdent des habitants, celles dont la population se paupérise, dont les élus sont généralement assez désespérés, ont essayé, elles aussi, de tirer leur épingle du jeu en essayant de bénéficier d'un eldorado, de cette fuite massive des métropolitains. Donc ça a débouché sur des campagnes, de marketing urbain, massives, et notamment en profitant des ristournes, de l'affichage dans le métro parisien puisque, bah, il y avait plus beaucoup d'annonceurs pendant les confinements, donc c'était devenu accessible pour des territoires assez pauvres et donc ça a débouché sur ces campagnes d'affichage, hein, pour les Ardennes, pour Roanne, pour, Nevers et pour tout un tas disons de territoires qui sont plutôt en difficulté, en France. Alors, ensuite, on a pu, remarquer quand même une, modification des discours médiatiques, hein, mais qui a commencé, disons, l'année dernière.
Alors, je vais continuer dans la déconstruction de cet exode urbain, donc en essayant de vous présenter successivement, 3 mythes qui ont été, abondamment relayés par la presse. Donc le premier, c'est sur la fin des métropoles, le second sur le télétravailleur comme, sauveur des espaces en déclin et le troisième sur les mobilités résidentielles qui pourraient niveler les inégalités territoriales. Alors, en dépit de cette petite musique du désamour métropolitain, dans l'enquête qualitative, et ça a ensuite été confirmé plus récemment par les enquêtes quantitatives, on a constaté finalement très peu de flux résidentiels, d'ampleur. On a plutôt constaté simplement une accélération de tendances préexistantes, mais en faisant des entretiens notamment, auprès d'acteurs des villes de départ et en particulier de Paris, eux étaient pas du tout inquiets, hein, par ces vagues de départ. Ils considérait plutôt que la pandémie avait simplement fait, eu comme effet ce qu'ils appellent un effet moisson. C'est-à-dire que on sait très bien qu'à Paris, entre 30 et 35 ans, de longue date, les gens vont avoir tendance à partir parce que, tout simplement, ils ont des enfants et donc il devient difficile de se loger. Donc c'est quelque chose qui est complètement intégré, hein, par les acteurs, locaux et simplement, il y a eu un petit peu plus de départs, mais c'était des gens qui, d'après eux, en tout cas, hein, c'est pas moi du tout qui je restitue simplement la parole de ces acteurs ici. D'après eux, de toute façon, seraient arrivés. Donc il y avait absolument aucune inquiétude de la part de ces acteurs des cœurs métropolitains. D'un autre enfin, cette fois-ci, si on prend le regard du côté des villes en déclin, hein, qui était celle qui m'intéressait moi plus particulièrement, on a constaté très peu d'arrivées, dans les villes en déclin. Par exemple, j'ai discuté avec, des acteurs de Montluçon, hein, qui est une ville, qui est voilà, la ville en déclin la plus ancienne en France, puisqu'il perd des habitants depuis 1968 à présent, sans discontinuité. Il y a eu très peu d'arrivées, à Montluçon. Par contre, effectivement, ce qu'on a pu constater, c'était un renforcement d'une part, la pérurbanisation, ce qui était notre première hypothèse, et puis de la littoralisation, ce qui était quelque chose qu'on n'avait pas prévu quand on a répondu à cette, enquête. Donc une simple accélération de tendance déjà à l'œuvre. Deuxième mythe à déconstruire, c'est celui du télétravailleur qui va, sauver, hein, les espaces en difficulté. Donc ça, c'était plus embêtant parce qu'effectivement, ça a débouché sur un vrai espoir de la part de territoires, en difficulté comme, par exemple, Roanne. Roanne, c'est une ville en déclin, une ville textile, qui est située, un peu au nord de Saint-Étienne et qui est une ville qui a perdu à peu près le tiers de ses habitants depuis les années 70, hein, si je me souviens bien et Roanne a proposé, dès le premier confinement, en fait, de subventionner, en fait, l'arrivée de cadres, lyonnais qui souhaiteraient quitter, le cœur métropolitain pour s'installer donc, à Roanne. Donc c'est vraiment des politiques, du désespoir, hein, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on va vraiment mettre de l'argent cette fois-ci pour essayer d'attirer des populations. Donc l'idée évidemment était, de relancer la croissance démographique en berne et puis, d'espérer avoir, du redéveloppement économique. Alors le problème avec ces télétravailleurs, avec cette histoire de télétravailleurs, donc on a fait une petite enquête dans le Pilat, hein. Le Pilat, c'est un espace intéressant parce que, c'est un parc naturel, mais qui est situé, dans une orbite métropolitaine à la fois de Saint-Étienne et de Lyon et donc c'est un territoire qui de longue date, s'intéresse à ces cadres en télétravail et puis c'est un territoire qui a déployé la fibre, par exemple, très rapidement en espérant les capter. Donc on a fait une petite enquête auprès des cadres en télétravail, du Pilat et on s'est rendu compte rapidement qu'en fait, ils ne consomment pas forcément, sur place, parce qu'ils gardent leurs liens avec, les cœurs métropolitains dont ils dépendent toujours économiquement, hein, tout simplement et donc ils vont avoir tendance à faire leurs courses également à Lyon ou à Saint-Étienne. Du coup, il y aura peu d'emplois, induits par cette économie, résidentielle. Il y en a eu quelques-uns, c'est vrai, parfois une boulangerie qui va se relancer et c'est pas neutre, hein, il y a pas de souci, mais ça paraît compliqué d'envisager le redéveloppement d'un territoire, sur cette base. Le second problème est qu'ils vont pas forcément s'impliquer dans la vie locale, déjà parce qu'ils n'ont pas forcément le temps et puis également parce que leur réseau social va rester ancré dans les cœurs métropolitains. Donc là, ça confirmera plutôt notre hypothèse première, hein, sur le fait que cet exode urbain, enfin qu'on serait plutôt dans une forme de, toujours de méga, périurbanisation, c'est-à-dire d'une extension de l'étalement urbain dans des zones qui n'étaient pas forcément, dans l'orbite des métropoles à présent. Alors sur maintenant ce mythe alors voilà, sur ce mythe du télétravailleur, donc ça a été fortement, mis en avant par les médias qui, à mon sens, avaient un biais sociologique, très fort. Mais donc nous, en faisant nos enquêtes de terrain, la centaine d'entretiens qu'on a fait nous a montré qu'il y avait 5 grands profils en fait. Donc bah, je vais aller très vite parce que là je commence vraiment à être très en retard. Le premier profil, c'était les pré-retraités qui effectivement ont eu tendance à acheter, hein, dans certains territoires, mais sans forcément s'y installer à plein temps.
pour plein de raisons, comme par exemple le fait de disposer d'un terrain pour accueillir les petits-enfants, etc. On a vu également pas mal de professions intermédiaires ou de classes populaires stables qui sont installées. Donc là, on est plutôt dans de la pérurbanisation classique, hein, qui va peut-être aller un petit peu plus loin. On a vu ces cadres en télétravail. Effectivement, on a eu quelques installations, par exemple, dans le Pilat. Donc, on a également eu des jeunes ou des familles de diplômés qui vont associer télétravail et projet de reconversion professionnelle avec, pour restreindre la prise de risque, un des membres du ménage va rester en télétravail et l'autre, par contre, va essayer de tenter de prendre le risque, par exemple, de reprendre une activité, de se lancer dans une activité artisanale ou de faire tourner une maison d'hôte. Ça, on l'a pu le trouver, par exemple, dans les Vosges du Nord. Dernière catégorie qui a absolument pas été traitée cette fois-ci par la presse, c'était les marginaux et des populations à la précarité plus ou moins choisie. Par exemple, des gens qui vont quitter, Montpellier pour s'installer, en camion, dans les Cévennes. Alors ça, c'était assez, important à Montpellier. Dans mon quartier, par exemple, pendant le premier confinement, il y a eu des ateliers clandestins qui ont été, organisés, et qui réunissaient beaucoup de gens, en fait, hein, qui voulaient quitter, Montpellier pour, s'installer, dans les Cévennes. C'est des gens qui n'avaient pas beaucoup de revenus, mais qui, en général, ont des bons niveaux de capitaux culturels et qui, effectivement, hésitaient à s'acheter un camion pour partir. Ça n'a pas été traité par la presse. La 3e, grand mythe qu'on voulait traiter, c'était sur cette histoire de mobilité résidentielle qui viendrait inverser, hein, les inégalités, territoriales. Ce qu'on a constaté en faisant, des entretiens, alors là, dans la France entière, hein, c'était des entretiens par visio, notamment avec des agences d'urbanisme, c'est qu'il y a eu beaucoup de transactions, c'est vrai, mais que, il y a une forte augmentation du nombre de transactions, mais qu'elles n'ont pas forcément été suivies d'installation et c'est là que les élus locaux, hein, ont rapidement déchanté, hein. Donc ça, c'est la première chose, beaucoup de transactions, mais pas forcément d'installation. La deuxième chose, c'est que les flux ont été spatialement très sélectifs. Contrairement à ce que disait la presse nationale, c'était des territoires qui étaient déjà, attractifs, qui ont encore plus, été, enfin, qui ont de plus en plus été attractifs après la pandémie et on n'a pas forcément vu énormément de flux, par exemple, dans le Grand Est où se concentrent, les difficultés. Donc on voudrait maintenant nuancer, cette histoire d'exode urbain en disant que, hem, effectivement, oui, il y a eu quelques vagues, il y a eu une accélération, d'installations, hein, notamment de néo-ruraux. Donc du point de vue, des cœurs métropolitains, c'était, rien du tout, hein. Ils disaient que ça ne les concernait pas du tout, qu'il y avait pas du tout d'exode, de la part des grandes villes. Par contre, effectivement, si on change de regard et qu'on regarde cette fois-ci du point de vue des territoires d'arrivée, bien sûr, avoir quelques habitants en plus, c'est très important, surtout quand on a l'habitude de les perdre depuis longtemps. Donc on a trouvé ces fameux habitants en quête de sens qui vont quitter, ce que certains là, je cite un entretien que j'ai fait, hein, ils qualifient, d'erreur humaine. Ils disent: «L'erreur est urbaine, donc il faut quitter, la ville». On a vu des gens qui effectivement étaient, aliénés, hein, par exemple par leur emploi. Donc j'ai été frappé par, des infirmières, que j'ai vues dans les Cévennes qui avaient quitté, l'hôpital de Montpellier ou par des instituteurs et des institutrices qui étaient plutôt, qui subissaient des problèmes qui étaient liés à l'intensification, du travail, hein, tout simplement, mais qui ensuite allaient, spatialiser leur aliénation en considérant que leurs problèmes étaient liés au fait de vivre en ville et donc choisissaient une rupture qu'ils allaient trouver, dans la campagne. Alors, je suis pas du tout là pour juger les choix de vie des gens, mais c'est certain que ce genre de projection, permet de douter de la durabilité, de ces mouvements. On a vu également des gens, qui étaient, terrifiés par l'effondrement et là encore, on va les trouver aux 2 extrémités du spectre politique. On va trouver des gens, plutôt qui étaient mus par des approches d'écologie radicale, hein, qui voulaient, vivre au plus près de la nature. Mais on a également vu des gens qui étaient, plutôt dans une idéologie de droite identitaire qui sont installés, dans les Cévennes et qui quittaient les grandes métropoles du sud de la France en pensant que l'effondrement, était plutôt social, dans ces villes. Donc c'est des gens qui sont plutôt, complotistes, hein, qui vont suivre des discours qui sont relayés notamment sur YouTube. Voilà. Donc on a effectivement vu ces burn-out, voilà. Donc on a quand même des doutes sur la certitude de ces projets. Il y a également des effets, réels de dynamisation, donc de la part de ce que Catherine Rouvière appelle les civiques. Donc ça va être les néo-ruraux qui vont s'installer avec un vrai projet de redéveloppement.
Donc ça, c'est une enquête qui a été réalisée par Éric Charme, hein, à Saint-Julien-Molin-Molette, dans le Pilat, où il a observé effectivement, des installations de Lyonnais, hein, qui sont des gens très diplômés et qui arrivent avec un projet, collectif, hein, pour redynamiser, des zones, locales et qui vont s'investir fortement dans la politique locale avec des projets de redynamisation sur la transition et puis de redynamisation, culturelle. En même temps, ces personnes sont porteuses d'un risque de gentrification rurale puisqu'ils sont dotés de davantage de moyens que la population résidente. Ceci dit, ils en sont parfaitement, conscients. Ça n'empêche pas qu'il y a, des tensions, qu'on va retrouver à Saint-Julien-Molette, mais également dans pas mal d'autres territoires qu'on a pu, observer. Je passe plus rapidement. Effectivement, une des autres choses qui nous a, intéressés, c'était ces flux invisibilisés qui peut-être sont une des choses les plus intéressantes, hein, qu'on a pu observer depuis, 2-3 ans. C'est-à-dire une augmentation de ces flux, d'habitat, non conventionnels, hein, soit, d'autoconstruction, soit, de gens qui vont vivre de manière nomade, hein, dans des, caravanes ou dans des, camions. Alors c'est impossible de les quantifier évidemment puisque, on ne peut pas par définition. Par contre, en discutant avec les élus, dans des territoires, où ils ont l'habitude de s'installer, comme typiquement les Cévennes, à vue au doigt mouillé, ces flux ont nettement augmenté depuis, 2 ou 3 ans. Alors, en général, c'est des populations qui sont considérées qui sont pas très désirées, hein, par les élus locaux, faut pas se voiler la face. Mais, dans certains villages, en difficulté, j'ai pu noter en tout cas un changement de discours, hein, à propos de ces populations que j'ai trouvé très intéressant, avec des élus qui considèrent qu'en fait, c'est pas forcément une mauvaise chose de les accueillir, plutôt que d'avoir simplement, une économie résidentielle basée sur les résidences secondaires, puisque ces populations peuvent être porteuses justement de projets de transition qui peuvent être bénéfiques pour le territoire. Je donne juste un exemple, c'est Ventalon en Cévennes, mais il y en a pas mal, hein, où là, je discutais avec le maire, c'est une petite commune de 130 habitants, hein, c'est vraiment très, très enclavé dans une vallée, et à Ventalon, le maire, m'a dit: «Ben oui, en fait, de toute façon», donc c'est des populations qui viennent du nord de la France ou de Belgique. Il me dit: «Autant les intercepter ici puisque de toute façon la fin de leur destination sera plutôt, Montpellier, où ils auront des difficultés et ici, on peut essayer de les réinsérer, enfin de les ancrer dans l'économie locale, avec des petits boulots qui viennent compléter leurs revenus et donc, par exemple, cette mairie a décidé, cet hiver, hein, d'ouvrir, son camping municipal qui normalement est fermé l'hiver évidemment, pour leur permettre d'accéder, à des sanitaires. Donc on a eu ces changements de discours qui me paraissent, intéressants. Je voudrais terminer très rapidement. Donc effectivement, on a eu un nombre de transactions, qui a explosé, hein, à partir, de la crise sanitaire, hein, comme on peut le voir sur ce schéma. Et en même temps, en fait, ça peut être assez compréhensible. Ce que je vous disais d'emblée, hein, c'est qu'on avait ces transactions, c'est vrai, mais il y a pas forcément eu beaucoup de flux. Pourquoi il y a eu ces transactions? On peut rapporter ça tout simplement à la hausse de l'épargne disponible, hein, qui est liée, notamment, aux possibilités d'épargne qui ont été faites, par la majorité des ménages pendant les confinements puisque, on restait, chez soi. Ce qui a dégagé un surplus de capital qu'on pouvait très bien investir, dans ces, territoires. On a constaté, du coup, parallèlement, effectivement donc ces hausses de transactions ne se sont pas forcément débouchées sur des flux donc pas sur un exode, rural, mais plutôt sur des formes de résidentialité avec la possibilité de s'acheter une résidence secondaire, hein, dans des territoires épargnés. C'est ce qu'on a trouvé par exemple en Bretagne, hein, où, pas mal d'achats ont été faits parce que les gens avaient peur. Ils avaient peur pour 2 raisons. Alors là encore une fois, c'est pas du tout mes idées, hein, c'est simplement les entretiens que j'ai faits avec des élus locaux, notamment, sur la côte nord de Bretagne. Les 2 raisons de la peur étaient d'une part, l'éco-anxiété. Alors c'est vrai que les enquêtes d'opinion montrent que la France est le principal pays d'Europe pour l'éco-anxiété, d'une part, donc il y avait déjà ça en toile de fond. Ça a sans doute augmenté pendant le confinement et la deuxième raison était, tout simplement qu'en 2020, quand la France a été fermée à peu près, mi-mars 2020, le virus était entré par la France, par l'est de la France. Du coup, la mortalité était importante à l'est de Paris, mais elle n'avait pas du tout eu le temps de toucher l'ouest de la France au moment où le pays a été fermé, ce qui explique que l'écart de mortalité était très favorable à l'ouest de la France. D'après les élus locaux que j'ai rencontrés, ça a expliqué pourquoi également, il y a eu ces vagues d'achats sur le littoral. Ça reste à confirmer évidemment, hein. Mais ce qui est certain, c'est que d'après eux, il y a eu beaucoup d'achats qui ont été effectués par des gens qui auparavant, enfin 10 ans avant, auraient plutôt acheté dans le sud de la France, mais qui plutôt sont remontés en raison notamment,
de la prégnance des cartes climatiques dans les achats, hein, et notamment le fait qu'il y a une hantise que le sud de la France, par exemple, se désertifie d'ici une trentaine d'années, ce qui ferait que ça ne serait pas des investissements très rentables. Ces investissements ont été également accélérés par ce qu'on appelle l'urbanisme de plateforme, hein, c'est-à-dire tout ce qui va être site de location saisonnière, qui permet de rentabiliser facilement l'investissement, même si on a l'intention finalement de n'y résider que quelques semaines par an. Ça va être le cas notamment de Airbnb, qui a compris effectivement qu'il avait tout intérêt désormais à cibler davantage les zones de faible densité. Alors, cette surchauffe territoriale, elle va avoir des problèmes, elle va avoir des répercussions sur les populations locales, hein, surtout dans un contexte où eh bien, il risque d'y avoir peut-être une pénurie de logements, en tout cas de construction prévue avec la montée du zéro artificialisation nette qui va se déployer au cours des 15 prochaines années. Et voilà. Donc, je voudrais également dire qu'on peut sans doute confirmer cette hypothèse de vagues d'investissements qui n'ont pas forcément été suivies par l'immigration, parce qu'on a également répertorié les créations d'entreprises dans les territoires qu'on a étudiés, en espérant voir des entreprises plutôt qui opèrent dans l'artisanat ou dans l'agriculture, ce qui aurait confirmé l'accélération d'une vague de néo-ruraux. C'est pas ce qu'on a constaté. Par contre, ce qu'on a constaté, c'était une hausse des sociétés civiles immobilières, ce qui tendrait à, encore une fois, valider notre hypothèse selon laquelle on a plutôt fait face à une vague de spéculation plutôt que d'installation. Donc ça, c'était des statistiques qui ont été faites par Nathalie Mann, qui est ma collègue maître de conférence en économie à l'université de Montpellier 3. On a également noté dans nos enquêtes de terrain qu'il y avait un intérêt de plus en plus fort des promoteurs nationaux pour des communes rurales dont ils avaient plutôt tendance à se désintéresser à présent. Voilà, donc on peut terminer en réfléchissant à cette hypothèse de l'arrière-pays rural comme une nouvelle frontière de l'urbanisation, ce qui viendrait encore une fois valider notre hypothèse, hein, d'une méga périurbanisation. Donc là, c'est simplement l'augmentation au cours des 3 dernières années des offres de location de longue durée dans le Pays basque, hein. C'est des cartes qui m'ont été données par l'agence d'urbanisme de Biarritz. Et donc des problèmes qui sont posés par cette extension rapide, hein, d'Airbnb dans l'arrière-pays. Voilà, donc on est plutôt parti sur effectivement cette hypothèse d'un exode urbain, enfin comme en fait de l'exode urbain comme un récit monté de toutes pièces, hein, par la presse nationale et notamment par une certaine catégorie de la presse nationale qui va plutôt être, disons, la presse d'obédience libérale et identitaire, qui en fait a favorisé l'extension du domaine de la rente urbaine. Ça nous a été confirmé par des notaires parisiens qui, du point de vue des territoires de départ, nous confirmaient que beaucoup de gens avaient acheté parce qu'ils avaient adhéré à ce discours, hein, tout simplement, d'un départ massif de la part des métropoles. Et c'est vrai que si on rapporte ça, disons à la répartition du patrimoine immobilier en France, c'est vrai que la France, c'est un pays qui se caractérise par une assez forte concentration de son patrimoine, immobilier, hein, avec à peu près de mémoire un quart des ménages qui possèdent, les 2/3 du parc total de logements. Donc on a quand même un certain nombre de multipropriétaires et évidemment, ces multipropriétaires, on va avoir tendance à se concentrer notamment, dans les centres des grandes métropoles, comme Paris et Lyon en premier lieu. Du coup, l'hypothèse un peu provocatrice sur laquelle je voulais terminer, cette présentation, c'était, qu'il n'y a pas eu d'exode urbain, mais qu'au contraire, jamais peut-être, l'espace national français n'avait autant été commandé depuis, le cœur des métropoles et notamment depuis ces multipropriétaires qui ont tendance à habiter dans les métropoles et qui sans doute ne sont pas prêts d'en partir. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Max, pour cette présentation très, très dense. Et puis, merci beaucoup d'avoir tenu dans le temps qui était imparti. Alors, on ouvre tout de suite le débat, les échanges. Alors, je vois qu'il y en a dans... Marianne, Il y a une, il Ouais. y a une remarque de Patrick Plantier, donc je l'invite à allumer sa caméra, son micro s'il veut le dire lui-même. Et puis, oui, alors c'était très dense, c'est très rapide, donc n'hésitez pas à revenir sur un point. Oui, oui, non, je faisais juste cette réflexion. Merci Marianne. Effectivement, Max Rousseau évoquait la question de la multirésidentialité et de l'urbanisme de plateforme. Outre effectivement que ça a un coût social, on imagine bien qu'en fait, vu le coût personnel que ça peut avoir, ces phénomènes-là, qui ne sont pas nouveaux mais qui se développent, on parle de CSP+, en réalité, c'est la partie CSP+, de votre propos, Max.
Absolument. Donc, la question que je posais de façon un peu provocatrice, parce qu'on a déjà une partie de la réponse, c'est est-ce qu'on risque pas d'assister à une nouvelle spatialisation de la lutte des classes, ou sinon de la lutte des classes, puisque là, on est quand même dans un schéma effectivement un peu, mais de tension sociale potentielle, de ségrégation possible, et au contraire, effectivement, de marquage. On le voit arriver, vous parlez de la Bretagne, de marquage social très, très fort par rapport à ces mouvements-là, et d'éviction aussi, bien sûr. Ouais, ben, donc, alors, ben, merci pour la question. En fait, est-ce que je peux avoir encore 3 minutes ou pas, du coup? Ouais, alors dans ce cas-là, je vais terminer ma présentation parce que je voulais garder, je voulais rester dans le plafond des 30 dernières minutes, mais je voulais terminer sur les tensions, effectivement, parce que c'est aussi ce qui nous a frappé en faisant cette étude, hein. Donc, on a discuté pas mal avec des maires, puis enfin, ouais, des différents élus des bleds, hein, qu'on a investigués. Et effectivement, oui, il y a pas mal de tensions qui sont accrues par ces vagues d'achats. Heu, alors, les tensions, donc déjà, elles sont liées à la cohabitation entre bah, les habitants et puis les gens qui font pas forcément, encore une fois, s'installer, mais qui vont acheter. Heu, dans les bleds, par exemple, des Cévennes, vous trouvez beaucoup de villages où vous avez plus de 50 du parc de logements qui sont des résidences secondaires. Donc, alors il y a certains villages, si par exemple les gens qui sont les propriétaires de résidences secondaires vont réussir à avoir le pouvoir local, alors ils vont bloquer l'urbanisation et puis du coup, il y aura pas de problème, ils vont préserver leur patrimoine. Dans d'autres, villages, par contre, vous avez des maires qui veulent développer leur territoire, ils se sont confrontés à cette situation, donc il va y avoir des tensions. Donc vous avez ces tensions qui sont classiques, hein, dans ces territoires entre les anciens et puis, les néos. Vous avez également des conflits, qu'on a trouvés, qui semblent s'accroître, qui ne sont pas non plus si récents, mais qui s'accroissent clairement sur l'usage des ressources, par exemple, en eau. Donc ça, c'était dans le nord des Cévennes, vers Florac, hein, où vous avez maintenant des tensions. Bah, on voit bien, hein, les cartes hydriques en France, hein, bon, la sécheresse, elle commence à être chronique, et du coup, ça crée des tensions qu'on n'avait pas forcément imaginées. Par exemple, les résidences secondaires, elles vont souvent être pourvues de piscines. Et ces piscines, elles consomment de l'eau et donc ce que m'expliquaient les élus, c'est que, bah, par exemple, les gens qui viennent en l'été, ils vont avoir tellement de pression désormais de la part des locaux qu'ils vont remplir leurs piscines la nuit. Donc il y a toutes ces stratégies qui commencent à se déployer. J'ai également entendu parler de tensions sur l'usage de la forêt, avec des gens qui s'installent et qui ont une vision sacralisée de la forêt et qui vont, refuser en fait qu'on l'entretienne, classiquement. Voilà. On a également des tensions évidemment sur le marché du logement, mais celle-ci, elle commence à être très médiatisée, hein, notamment par la presse quotidienne régionale, pas par la presse nationale évidemment. Et donc c'est vrai que ce que j'aurais dû dire également, c'est que l'enquête, moi, elle m'a vraiment révélé la tension très forte entre la presse nationale et la presse quotidienne régionale, comme s'il y avait 2 mondes, hein, en France qui finalement avaient peu de liens entre eux. Donc ces tensions sur les marchés du logement, ben, elles vont toucher les zones qui sont gagnées par cette méga pérurbanisation, comme la côte nord de la Bretagne, et elles vont se répercuter sur les fractions les plus, fragilisées du marché du logement. En premier lieu, les saisonniers, qui sont soit dans l'agriculture, soit dans le tourisme, qui vont, ben, plus pouvoir se loger, ce qui pose des problèmes à l'économie locale. Les étudiants, j'ai également fait des entretiens, dans les Côtes d'Armor avec des étudiants, qui avaient l'habitude par exemple, de loger, à Lannion, dans un studio et puis, quand vous êtes étudiant, bah, vous avez pas beaucoup d'argent donc en juillet-août, vous allez lâcher le studio pour, travailler, ou retourner dans votre famille et puis vous revenez en septembre et en septembre, le logement il est parti sur Airbnb. Donc les étudiants vont se mettre à dormir dans leur voiture, et puis avec des jeunes ménages locaux, hein, qui vont être par exemple 2 smicards, qui vont plus pouvoir non plus, se loger et donc ils vont partir vers l'arrière-pays, hein, à une vingtaine, à une trentaine de kilomètres de la côte. Le problème, c'est que vous êtes dans l'économie littorale, elle est quand même assez, vieille en France, hein, parce que c'est plutôt ça coûte cher et donc on sait bien que le patrimoine, il est plutôt concentré disons dans les strates supérieures de la démo des générations françaises, hein. C'est plutôt les personnes retraitées qui vont acheter là-bas. Donc elles sont plutôt dépendantes de ces services à la personne, qui sont fournis par des populations, dont les emplois sont relativement précaires et mal payés et pour qui partir à 15 ou 20 kilomètres dans l'arrière-pays, ça va se traduire mécaniquement par des difficultés
très forte de continuer à accéder à leur emploi. Donc en fait, c'est un mécanisme qui est catastrophique parce il vient détruire toute l'économie locale et c'est ça ce que m'expliquaient, les élus qui se sentent un peu, dépourvus face aux problèmes et qui sont sous pression. Et beh, par contre, ça a eu comme effet positif de, pousser à des demandes de régulation du marché du logement, dont il faut bien se rendre compte qu'il est quand même assez libéral en France comparé à d'autres pays et très faiblement, régulé avec, des demandes très fortes, hein, pour, la régulation de toutes ces locations de courte durée et puis, avec des innovations en termes de politique du logement comme, les nouveaux dispositifs qui permettent un petit peu de favoriser l'accès à la propriété pour les catégories les plus modestes. Donc ça, c'est plutôt des choses positives à mon sens, hein, de ce qui a pu émerger depuis 3 ans. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait Olivier David qui demandait la parole. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait encore un commentaire en message. Donc, je ne sais pas si Oui, Olivier. Ouais. oui, je veux bien. Excusez-moi, je vais ouvrir ma caméra. Pareil, je suis dans un. Je me suis mis dans un endroit pour gêner personne. Juste remercier pour la présentation. Je suis professeur de géographie à l'Université Rennes 2 et je suis en train d'engager depuis 1 an et demi là, un travail sur ces questions, notamment en Bretagne. Ce que vous venez de dire, notamment sur les tensions sur les territoires. Je voulais savoir aussi si vous aviez travaillé sur les politiques d'accueil. C'est-à-dire, comme je travaille là-dessus, j'ai la même analyse que vous hein, sur l'emballement médiatique, la déconstruction du discours médiatique. J'ai participé à un séminaire international sur ces questions-là en Italie, sur lequel je viens de faire une contribution et je détaille le discours. J'ai trouvé même, alors là c'est peut-être plus le géographe qui le dit, que dans certains articles, on avait parfois une position un peu caricaturale de journalisme parisien qui confondait ou qui amalgamait derrière tout ce qui pouvait relever de la province, et j'utilise volontairement la province dans mon propos. Je fais bien la différence entre province et région, rassurez-vous. Je trouvais qu'il y avait parfois un amalgame entre la diversité des espaces de faible densité, tels que vous le dites, et qu'il y avait de vrais manques de précision dans les analyses sur les catégories spatiales. Et en fait, on mettait derrière un terme générique de rural ou de faible densité, y compris, comme vous l'avez démontré, des villes moyennes. Et c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc, voilà, je vous rejoins là-dessus. Je voulais savoir si vous aviez travaillé avec vos territoires aussi sur les politiques d'accueil des communes en question, parce que vous l'avez montré sur les villes moyennes, hein, le marketing, les villes en déclin, excusez-moi, la stratégie de marketing territorial, etc. Moi, je vois dans la presse quotidienne régionale que j'analyse là, j'essaye de recenser les différents articles, la volonté de développer des espaces de coworking, vous voyez, pour faciliter le télétravail, avec des formes d'accompagnement, d'installation, etc. Est-ce que vous avez vu ça en dehors des éléments de marketing territorial que vous avez évoqués aujourd'hui? Est-ce que sur les communes de plus petite taille, et je pense vraiment sur les petites villes, voire les communes de faible densité, hein, les pôles ruraux, pourquoi pas, des stratégies aussi en la matière, mais finalement qui se heurtent à ce que vous dites, c'est la durabilité de ces mouvements-là dans le temps, quoi. Voilà. Excusez-moi, c'est très vaste. Et s'il n'y a pas le temps, je ne serai pas frustré s'il n'y a pas de réponse possible. Peut-être avant d'avoir tout de suite la réponse, je vois qu'il y a une autre main levée. Et puis, c'est Camille Hoche, j'arrive pas à lire tout le nom. Hochedes, pardon. Si vous voulez bien poser votre question. Et puis, il y a les messages aussi qui apparaissent sur finalement, y a-t-il pas de nouveaux paysans? Ouais. Voilà. Alors, je vous laisse la parole, Camille. Bonjour Max. Salut Camille, ça va? Ouais, ça va.
En fait, c'est pas tant une question, mais j'ai trouvé ça super intéressant de finalement vouloir relativiser cet exode urbain lié au Covid en replaçant dans des mouvements plus généraux, et notamment, tu as cité les travaux de Catherine Rouvière sur la 5e vague de néo-ruraux. Je trouve que, plus généralement, si on replace ça dans le contexte du temps long, bah, ça illustre bien la diversification sociale des espaces ruraux, plus généralement, qui est à l'œuvre depuis des décennies en France. Et du coup, moi, j'étudie ça plutôt sous le prisme maintenant des étrangers qui s'installent dans les campagnes, et on a exactement la même analyse que, en fait, c'est pas lié à l'arrivée de réfugiés ukrainiens, mais qu'il y a une diversité de présence étrangère dans les espaces ruraux depuis la fin du 19e siècle en France, liée aux métiers agricoles, etc. Donc, c'est un peu la même, on va dire, le même processus d'analyse. Et du coup, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, et peut-être un truc que je voulais savoir si vous aviez été sur cette piste-là, c'est que, en fait, tu as donné un peu les motivations liées à des profils d'installation, là, post-Covid, avec la quête de sens, je ne sais plus, le rapport à la terre, etc. Et ça, en fait, c'est des motivations qui sont très classiques quand on étudie plutôt dans une perspective de lifestyle migrations, donc les migrations d'aménité. Et je voulais savoir si vous aviez été creusé plutôt de ce côté-là de la littérature, qui est aussi extrêmement intéressante pour interpréter les installations et les replacer dans un contexte en fait de temps plus long. Voilà. Waouh, merci. Ça fait déjà en 2 interventions plein de questions. Donc, je vais peut-être répondre tout de suite avant, sinon je vais commencer à tout mélanger. Pour les premières questions d'Olivier David, donc, je suis complètement d'accord, et moi j'étais super en colère quand il y a eu ce délire de la presse. C'était complètement dingue. Que la presse nationale fasse n'importe quoi, c'est pas très grave. Le problème, c'est que ça a eu un impact très fort dans des coins qu'on n'avait pas forcément besoin et qui ont commencé à faire n'importe quoi parce qu'ils sont désespérés. Et du coup, et le problème, c'est que ça rappelle la couverture du New York Times il y a peut-être 10-15 ans, Scene from Manhattan, où on voyait des gens qui voient depuis Manhattan, en fait, le monde, et on voyait qu'après l'Hudson River, c'était plat, en fait, que la banlieue de New York, comme l'Afrique, c'était un peu un magma. Ça me donnait vraiment ce sentiment quand il y a eu notamment le cadrage autour du télétravail. Je voudrais préciser également que c'était pas toute la presse nationale. Le Nouvel Observateur, ils s'y sont mis un petit peu après. Bon, c'est un journal qui s'adresse à la classe moyenne supérieure urbaine, donc ils avaient un prisme de gentrification rurale qui est pas très étonnant. Ils ont trouvé là un nouveau marché, je pense. J'étais en contact bien avec eux, donc je pense que je peux en parler assez librement. Malgré tout, si on regarde les titres qui ont le plus parlé d'exode urbain, c'était Les Échos et Le Figaro, c'est-à-dire plutôt de la presse libérale et conservatrice identitaire, dans le cadre de la campagne d'Éric Zemmour, qui était le candidat qui a le plus parlé de l'exode urbain et qui a trouvé là un motif un argument de bataille électorale assez fort. Donc j'ai lu les discours de Zemmour, et Zemmour essayait de dire que l'exode urbain était une chance pour les campagnes et qu'il fallait faire place que c'était une bonne chose que les Parisiens débarquent dans les coins un petit peu en difficulté. Donc lui, il essaie de tenir un peu, mais c'est en même temps, c'était son positionnement politique, de tenir l'interface entre, disons, plutôt une vision libérale de l'économie, avec finalement un aménagement du territoire qui serait simplement le fait de flux, donc du marché, et puis une vision plus identitaire, qui est celle de la vision historique de la, disons, de la droite identitaire française, et puis qu'on a bien vu réémerger à l'occasion de cette campagne. Et donc, je me demande si c'est finalement un hasard que ce soit Le Figaro qui ait porté en premier ce thème, sachant qu'il était labouré par Le Figaro depuis 2005-2006, d'après ce que j'ai pu voir rapidement sur Internet. Ce qui était plus surprenant, c'est que l'ensemble de la presse ensuite se soit emparé. Alors après, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est de la concurrence entre les médias? Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais ce qui est certain, c'est que ça a eu ensuite un impact sur les pratiques d'achat de gens qui avaient de l'argent à dépenser et qui normalement l'auraient dépensé en ville parce que c'est des investissements plus sûrs de placer son argent, disons, en banlieue parisienne que dans les Côtes-d'Armor, mais qui là ont changé parce qu'il y avait ces discours. Et ces discours médiatiques, il faut toujours qu'il y ait un discours pour qu'il y ait des investissements, sinon les gens ne vont pas investir. Et là, c'était là que la presse a fait ça. Voilà. Ensuite, sur les questions de Camille, donc oui, sur un temps long, je suis complètement d'accord avec toi. Il y avait pas grande différence avec ce que dit Catherine Rouvière. On a retrouvé dans les Cévennes ces 2 catégories dont elle parle, qui caractérisent la 5e vague, c'est-à-dire d'un côté ce qu'elle appelle les pirates. Donc c'est plutôt mes voisins, ceux qui sont partis en camion s'installer dans les Cévennes. Et puis de l'autre, ce qu'elle appelle les civiques, c'est-à-dire là des gens qui sont plus structurés, plus insérés socialement, et qui partent avec un vrai projet collectif
de redéveloppement des territoires de faible densité. Et donc ça, effectivement, on a vu une petite accélération, mais l'accélération, on la voyait déjà depuis quelques années d'une part. La deuxième chose, c'est que si on prend le point de vue des territoires de départ, donc c'est-à-dire des cœurs métropolitains, ces gens seraient de toute façon partis d'ici 3 ou 4 ans. Simplement, le caractère un peu insupportable du confinement, de rester enfermé chez soi, a précipité leur départ qui serait de toute façon arrivé. C'est pour ça qu'il faut nuancer, encore une fois, ces, ces discours. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant malgré tout, c'est, le fait que ce que Catherine Rouvière appelle les pirates, hein, qui sont normalement des populations pour lesquelles les élus locaux ne se battent pas forcément. Alors ça reste, marginal, mais oui, il y a effectivement, des maires, hein, qui commencent à les considérer sous un bon œil. En disant: «Bah, finalement, est-ce que c'est pas mieux d'essayer de les stabiliser plutôt que de se battre pour attirer des gens qui, de toute façon, ne s'investiront pas du tout dans le territoire et qui seront là 2 mois par an avant de louer leur logement à n'importe qui?» Voilà. Après, je voudrais aussi préciser que c'était juste une étude technique, hein, qu'on a fait très rapidement en 6 mois, hein, donc on n'a pas du tout la prétention d'avoir un regard exhaustif, hein, c'est plutôt des pistes rapides. Donc il y a plein de choses qu'on n'a pas eu le temps d'approfondir. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très, très riche. Je vois qu'il y en a d'autres qui demandent la parole, mais on n'a plus eu vraiment le temps. Je suis vraiment désolée. Et je vais laisser. Merci encore, hein, Max, pour cette présentation. On voit que c'est riche. En 6 mois, vous avez déjà d'énormes résultats. Et puis, on a hâte de voir des travaux qui investissent encore plus tout ce qui a été lancé. Et puis, je te laisse la parole, Marianne. Et sur les commentaires, les questions qui n'ont pas encore été adressées, je pense qu'au fil de la rencontre, notamment sur l'installation agricole rurale, on aura l'occasion d'en discuter. Donc notre deuxième intervenant est cette fois le point de vue expert terrain, puisqu'on essaye de croiser une expertise universitaire, une expertise terrain et puis un témoignage local. Et donc, pour cette expertise terrain, on a sollicité Jean-Yves Pinault, qui est directeur des Localos et ancien directeur du collectif Ville-Campagne. Et donc, comment construire un nouveau récit rural? Merci, merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci à Max Rousseau pour cette entame. Alors je m'appelle Jean-Yves Pinault, je suis directeur aujourd'hui des Localos, mais j'ai été directeur pendant une vingtaine d'années du collectif Ville-Campagne, qui était un grand réseau national qui a été un peu un lanceur d'alerte positif, on va dire, à la fin des années 90, sur cette idée de dire que non, la ruralité n'allait pas disparaître, que non, le dernier lieu de vie de l'humanité n'était pas les métropoles, et que, au contraire, il y avait beaucoup, beaucoup d'intérêt en fait à apporter à notre société que de réfléchir à des interrelations, puisque les territoires étant interdépendants, à réfléchir sur ces questions de politique d'accueil. Voilà, donc je vais beaucoup parler de politique d'accueil. J'espère que je satisferai Olivier David. Simplement pour dire un peu ces questions qui dépassent en fait, nous semble-t-il, largement les trajectoires des territoires, voire les aventures intimes des citoyens pour faire enjeu de société. Alors je commencerai peut-être par donc, alors les Localos aujourd'hui, en fait, portent l'héritage du collectif Ville-Campagne, ou en tout cas tentent de le porter, mais avec le souci de relier cette question de développement local et de transition, ou pour le dire autrement, de redirection écologique et sociale. Il me semble que ce qu'on évoque là, on ne peut pas évidemment mettre de côté ce qui nous arrive dans la figure, qui est un tsunami et qui s'appelle dérèglement climatique, réchauffement climatique et effondrement de la biodiversité. Je pense qu'il faut qu'on l'ait en tête et ça doit évidemment nous fertiliser dans à la fois ce que l'on observe et à la fois ce qu'on peut tenter de projeter ensemble, voilà, pour continuer à faire société, voire éventuellement continuer à vivre ensemble sur cette zone critique, comme le disait Bruno Latour. Alors 3 anecdotes hein, quand même, pour justement rappeler peut-être aussi cette notion de temps long, hein, et puis cet effet média qui fait que on a l'impression de redécouvrir à chaque fois des nouveaux phénomènes, mais ces phénomènes s'ancrent effectivement dans une histoire longue, dans une culture même de société. L'exode urbain, ça a apparu la première fois en 2005. J'ai été interviewé par Le Monde
à l'époque, on mettait en place une foire à l'installation en milieu rural, clin d'œil, du côté de Limoges, pour justement aider des territoires ruraux à construire leur politique d'accueil. Et l'article était titré Exode urbain, je ne sais plus quoi, et j'avais été outré par ce terme que je trouvais très journalistique et très voilà très slogan quoi en fait, hein. Donc j'avais écrit un petit mail pour protester de cette image qui était source de représentation et des représentations fausses et des clichés faux. On en a plein la tête, on en déborde et je pense que c'est un vrai souci d'ailleurs, y compris pour l'action publique. Donc, première anecdote. Deuxième anecdote, c'est que j'ai été interviewé pas mal par des journaux, jusqu'à un moment où finalement on a eu Paris Match qui s'est intéressé. Alors, je sais pas si on peut caractériser Paris Match de libéral et identitaire. Moi, ça me dérangerait pas si la réponse était oui. Et sans cesse, moi, je disais, écoutez, arrêtez avec ce focus médiatique qui est une bulle médiatique qui va servir les agences immobilières parce que en fait on s'aperçoit que enfin on n'a jamais cru une seule seconde à l'exode urbain étant connecté tous les jours, toutes les semaines, tous les mois avec des élus locaux, avec des gens qui vivent dans les lieux minuscules entre guillemets et je peux vous assurer que ce qui est en train d'être vendu ne bougera pas vraiment beaucoup et je rejoins en cela évidemment toutes les analyses de Max Rousseau ne bougeront pas beaucoup des lignes sur notre manière de faire société. Au contraire, voilà, on va renforcer ségrégation spatiale, on va renforcer en fait la spéculation foncière et on va renforcer les dépendances des territoires ruraux aux lieux métropolitains. Bref, je rentre pas dans le détail. Troisième, et donc on a été, voilà, on a arrêté de nous appeler et de nous interviewer parce que on rentrait pas dans le jeu, quoi. Voilà. Et au contraire, on disait, écoutez, ce que vous êtes en train de faire là, c'est tout simplement une marchandisation de plus dans notre système consumériste, c'est-à-dire de mettre le territoire comme un objet de marchandise. Voilà. Et le problème, c'est qu'effectivement, ça a fonctionné ici ou là, où on a fait du marketing territorial à tire-larigot, où on vend du territoire à plat, on vend du territoire décor, on vend du territoire support aux bonnes affaires et à la rente, et on ne redonne pas suffisamment de profondeur à ce qu'est un territoire, c'est-à-dire en fait un milieu de vie où cohabitent des humains, leurs activités et le vivant. Voilà. Et il nous semblait que c'était une connerie de plus, quoi. Voilà. Troisième anecdote, 1962, INA, dans les Cévennes, que connaît bien Max Rousseau manifestement, on vient faire un reportage et on se demande en 1962 comment font les gens pour vivre sur le Cosméjean, sur l'Écosse, en Cévennes. Et il y a même une interview sérieuse avec des autochtones où le journaliste dit mais vous savez que vous coûtez cher à la société en restant et en voulant rester vivre ici. Voilà. Bon, donc les représentations, les clichés et cette vision du progrès est aujourd'hui évidemment au cœur de notre sujet quand même l'air de rien. Et en tout cas, c'est le nôtre au niveau des localos et ça a été au niveau du collectif Ville-Campagne. Peut-être pour avancer, nous ce qu'on a essayé de faire, c'était de dire les focales régionales, départementales sont finalement pas suffisamment bien adaptées pour faire ressortir les singularités des territoires et des micro-territoires, tant en fait les contextes peuvent donner des situations extrêmement différentes, extrêmement disparates. Voilà. Puis encore aujourd'hui, après la fusion des régions, quand on voit les données qui sont lissées au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, qui est aussi grande que l'Autriche, quoi, on se dit bon, les statistiques et les données, méfiat, quoi. Hein. Bon, voilà. Donc, on est sur manifestement des profils. Alors, nous, on avait fait, pour être sérieux, avec des chercheurs, avec des labos, on a essayé de travailler, de caractériser évidemment les motivations. On arrive peu ou prou à cette approche hein, avec les 5 profils que Max Rousseau nous a présentés. Je vous ai fait 4-5 diapos rapidos pour présenter. Je pense que c'est bon. On avait tenté de faire un petit tableau avec ce qui relevait de la rupture au niveau des migrations ville-campagne, ce qui relevait d'une forme de continuité, et puis au regard des motivations de ce que nous disait
après enquête les migrants, ce qui pouvait relever ce qu'on avait appelé faible affect pour le rural, fort affect pour le rural. Et puis, ben, on avait essayé de mettre des croix, tant il est difficile, voire impossible, de quantifier, de quantifier ces mouvements. Voilà, pour plein de raisons. Donc, on avait quand même repéré de ce que nous disaient à la fois les élus, les habitants, les secrétaires de mairie, que on était quand même sur un flux un peu majoritaire qui tend à cette question de tension, de gentrification, en tout cas de brassage culturel au niveau des territoires, des migrants et de périurbanisation, une importance quand même, une primauté, on va dire, des migrants patrimoniaux, voilà, sur à peu près l'ensemble des territoires. Tout ça pour dire que au niveau du collectif de campagne, ce qu'on poursuit aujourd'hui, c'est de dire que la question de l'accueil, c'est-à-dire en fait la vie des personnes dans des communes rurales, dans des territoires ruraux, mais même au-delà d'ailleurs, et pas une petite affaire, quoi, hein. C'est simplement notre capacité à réfléchir, à vivre ensemble et longtemps. Et donc, il nous semblait être intéressant pour suivre les premiers mouvements repérés après 68, dans les années 90 et le début des années 2000, de dire, mais en fait, cette question d'accueil et d'hospitalité des territoires, c'est à mettre au centre des politiques de développement local. Et comment cette dimension humaine, ce rapport à l'altérité, pour être un peu solennel, cette manière d'habiter les territoires peut faire et doit faire politique de développement local. Et donc, on a beaucoup travaillé avec les communes, les territoires pendant pas mal d'années pour tenter un peu de théoriser ce que pourraient être des politiques d'accueil et d'habitabilité des territoires, et notamment, bien sûr, des territoires ruraux. Alors, je vous présente deux, trois cadres. On s'est aperçu qu'il y avait de structurants au niveau des territoires trois grands piliers qui était le pilier des activités, où on parle là développement économique pour le dire maladroitement et très caricaturalement. Il y a la question de la réceptivité. Alors pour reprendre la question de Monsieur Plantier, j'oserais reprendre le titre d'un livre de Monsieur Lussot, géographe, qui dit aujourd'hui on est dans la lutte des places. Voilà, on a dépassé la lutte des classes et on est dans la lutte des places. Donc c'est tout le pilier réceptivité, c'est-à-dire en fait quelle place on a dans notre commune, sur notre territoire, à la fois en termes de logement, à la fois en termes de foncier agricole, en termes de foncier d'entreprise, et d'avoir une lecture, une analyse et une projection qui soit autre que celle du marché, qui va bien ou qui va mal, et qui en fait est une question essentielle dans la structuration et l'organisation du territoire, les conditions de réceptivité. Et puis le troisième, qu'on pourrait mettre peut-être en premier, sûrement en premier, qui est cette question d'aménité. Alors cette question d'aménité, c'est d'abord l'hospitalité du territoire. Est-ce que notre territoire et les habitants qui y habitent sont plutôt accueillants, plutôt méfiants, plutôt défiants? Est-ce qu'on a des services? Est-ce que les gens qui vivent sur notre territoire veulent y rester parce qu'elles ont, ces populations, des conditions de se construire, de s'émanciper, de ne pas s'emmerder en fait dans notre territoire, elles ne se sentent pas obligées de partir de là où elles vivent pour réussir leur vie ou pour bon. De voir comment en fait ce travail d'aménité permet à la fois de fixer des populations et d'accueillir sans en avoir peur, de nouvelles populations. Voilà, parce qu'on s'est aperçu qu'un territoire qui n'accueille pas, c'est un territoire qui meurt, quoi, en fait. Il y a un délitement du tissu social, un délitement du tissu entrepreneurial et qui pose vraiment des soucis. Et cette question d'aménité, en fait, c'est pour nous ce que l'on traduit par la construction de l'habitabilité du territoire et pas uniquement se focaliser sur ces questions d'attractivité qui nous semblent être très compétitif, très concurrentiel et une vision très économétrique, pour ne pas dire libérale, des territoires, quoi, hein, voilà. Et ce qui a donné, me semble-t-il, cette vague exode urbain qui a beaucoup et largement profité aux agences immobilières et aux notaires. Bon, ce dit en passant, ça a permis quand même de valoriser, voire de survaloriser des biens et des capitaux qui ont fait les bonnes affaires de propriétaires, voire d'agriculteurs qui partaient à la retraite
qui leur a permis de décapitaliser vu les retraites qu'ils touchent ou qu'ils allaient toucher. Bref. Et donc tout ça, ces trois piliers, en fait, sont travaillés sous quelque chose qui doit être transversal, qui horizontalise pardon, les politiques, ce qui est très difficile à faire dans notre France très centralisée, très hiérarchisée, quoi qu'il arrive et à quelque niveau que ce soit, et très en silo. Voilà, une administration qui date peut-être même quelquefois d'une vision de Charlemagne ou de Napoléon. Est-ce que cette vision de l'administration est encore adaptée au regard des enjeux essentiels d'aujourd'hui? On pense que non. Voilà, c'est pas du tout une pensée écologique là, hein. Et donc retisser les politiques, bah, c'est ce qui échoua au terrain, c'est-à-dire aux élus, conseillers municipaux et citoyens qui vivent dans ces lieux-là. C'est très compliqué, mais en tout cas c'est assez essentiel si on veut être un peu cohérent. Et donc, de mettre ces trois piliers-là au service et pour répondre aux enjeux de la redirection écologique et sociale. Ce qui veut dire qu'en fait, en se relevant les bras, ce qu'on a pu observer pendant quasiment une trentaine d'années maintenant, il n'y a aucun territoire qui est dans cette fatalité de déclin. Encore faut-il effectivement avoir le courage, l'ambition, l'audace de construire ces politiques-là qui s'inscrivent forcément dans des temps longs, qui dépassent et c'est un des problèmes, les mandats d'élus, et qui dépassent les intérêts particuliers, voilà, quelquefois non dits, hein, sur les questions de valorisation du patrimoine, de la rente foncière et des rentiers. Voilà. Et on s'est dit que, bah, très simplement, les communes qui souhaitaient fixer et accueillir de nouvelles populations, elles allaient construire leur offre avec un grand O, qui n'est pas qu'une offre marchande, loin s'en faut, mais qui prend en compte ces questions essentielles de relation aux autres. Et on s'est dit qu'il y avait cinq éléments fondamentaux dans une politique d'accueil, dans une politique locale d'accueil. D'abord, une annonce. Il faut que cette politique d'accueil, elle soit portée et partagée par les élus, partagée par les populations, portée et partagée par les services techniques, parce qu'il faut mettre les mains dans le cambouis et pendant longtemps, et c'est pas évident. Et puis que bah, cette question d'accueil, elle se décrète pas, en fait, elle s'organise, là aussi sur du temps long. Et le premier élément brique, socle de ces politiques d'accueil, c'est la question de la culture de l'accueil. Voilà, comment en fait on travaille et les uns et les autres pour être mieux accueillants, pour comprendre en fait ces enjeux, pour être dans une forme de coopération. Et donc, c'est la question de la sensibilisation à l'accueil, c'est évidemment la question du vivre ensemble hein, qui se joue, et ces questions de tension que vous avez évoquées fort justement et qui existent, et qui sont encore aujourd'hui encore plus exacerbées avec cette fragilité qui ressort des bouleversements avec les questions de ressources naturelles, les ressources en eau, le foncier, etc., la terre, la propriété de la terre. Bon, je passe sur les enjeux que vous disiez. Et donc d'être sur cette question au sens large d'hospitalité du territoire. Ça se travaille. Il y a plein d'outils qu'on a vus et qu'on voit mettre en œuvre ici ou là, plus particulièrement dans le Massif central où nous, on a travaillé depuis de longues années, mais un petit peu partout. Beaucoup travaillé en Bretagne, on commence à travailler dans l'Est de la France, dans le Sud-Ouest, voire dans la région Sud. Bon, mais c'est quelque chose qui est délicat. Voilà, on ne sait plus trop faire de l'humain, on fait beaucoup de technique, voire de la techno. Le deuxième élément, c'est de dire bah, qu'est-ce qu'on a à offrir, nous, notre territoire, à nos populations qui y vivent, à nos anciens, à nos jeunes, à nos jeunes, et comment en fait on peut améliorer cette question d'habitabilité, comment nos habitants peuvent mieux habiter notre territoire. Ensuite, il y a vraiment la question de l'accompagnement, comment on fait réseau, comment on construit les ressources, comment on accueille ces porteurs d'énergie qui sont en fait des aubaines pour les territoires ruraux. C'est pas des demandeurs, c'est des offreurs en fait. Hein. Donc comment on renverse cette vision du demandeur, porteur de projet, fumeur de moquette, bon, bref. Et puis en dernier lieu, on l'a mis exprès en dernier, cette question de communication, c'est-à-dire que à la fois elle est en premier, c'est-à-dire c'est la communication interne, c'est-à-dire comment on partage ce souci en fait de prendre soin du territoire qui est une redéfinition de nos milieux de vie, c'est-à-dire à la fois comment nous,
humain, on s'inscrit dans notre territoire, on l'habite sans l'abîmer, comment on cohabite avec le vivant et comment, en fait, on en fait un projet porté et partagé au niveau de notre territoire. Et puis, en dernier, en termes de communication, pour dire, bah, écoutez, si vous voulez participer à notre aventure et venir vivre, on a besoin de vous, on a besoin de vos énergies, de vos compétences, de vos ouvertures d'esprit, et donc venez nous rencontrer, ce qui est largement autre chose que du marketing à 2 balles. Enfin, quand je dis à 2 balles, ça coûte très très cher, ça coûte énormément d'argent au niveau des communes, au niveau des intercos, au niveau des départements même, pour finalement un rendu qui n'est pas terrible, qui ne fait qu'exacerber en fait cette lutte des places, et c'est question de gentrification. Il y a un labo à Limoges d'ailleurs avec qui on bosse beaucoup, Géolab, qui a beaucoup travaillé, Frédéric Richard, Julien Delier, beaucoup travaillé sur cette question de gentrification des territoires, y compris, pas uniquement avec le capital financier, mais aussi avec le capital culturel, qui est une vraie question et qui est, si ce n'est un impensé, en tout cas un point aveugle de pas mal de politiques aujourd'hui locales. Et puis, bon, là, je vous ai mis un exemple de tableau croisé pour dire, ben voilà, l'horizontalité fait que quand on se pose une question sur la redensification du centre-bourg, c'est bien évidemment avec les questions de la préservation des écosystèmes, c'est évidemment en lien avec la filière économique, les matériaux, l'éco-construction, les matériaux géolocalisés, refaire filière, travailler l'autonomie des territoires sans être dans l'autarcie, le territoire relié à un autre territoire, l'interterritorialité, c'est complètement essentiel. Mais en tout cas, voilà, ça passe par ce type de travail et de faire péter en fait les silos. On travaille là-dessus, nous, on accompagne aujourd'hui un réseau de à peu près une quinzaine de territoires en Auvergne-Rhône-Alpes sur un réseau qui s'appelle Envidaire, qui est une autosaisine, qui est un réseau informel et qui travaille les relations ville-campagne, ville, territoires ruraux et métropole, pardon, à partir de l'action des acteurs, des accompagnants, des prescripteurs de l'urbain, des structures d'accompagnement pour tisser ou retisser des liens de proximité, pour faciliter les mobilités des urbains et de pouvoir les accueillir sur les territoires ruraux, mais aussi de travailler cette question de relocalisation de l'économie et de cette redirection écologique et sociale. Quelques exemples qui me viennent en tête. Alors, bon, j'aurais pu chercher des exemples en Bretagne. Pour illustrer les propos de Max Rousseau, hein, il y a, je ne sais pas si vous connaissez, mais cette initiative, je ne sais pas où elle en est aujourd'hui précisément, mais cette initiative qui était portée par une toute petite commune qui s'appelle Saint-André-les-Eaux, qui est en dessous de Dinan, et qui a mis à la disposition de personnes autour de l'habitat léger un terrain communal, et les personnes qui sont venues habiter sur ces habitats légers ont repris et font fonctionner une épicerie, il y avait plus de commerce dans le village, et également un café culturel. On ramenait de la vie en fait dans le village, et manifestement ça se passe très bien. Et donc le maire soutient complètement cette nouvelle manière d'habiter le village et d'accepter au sens propre comme au sens figuré ces nouveaux arrivants porteurs d'énergie pour le bien du plus grand nombre, on va dire. Voilà, alors redirection écologique et sociale, on a un exemple dans le Périgord qui est autour du petit village de Saint-Pierre-de-Frugy. On a l'exemple un peu plus connu, me semble-t-il, depuis Saint-André avec Pierre Leroy, qui est aujourd'hui président du Grand Briançonnais, avec une approche économique, sociale, culturelle. Le logement comme développement local avec une aventure qui date de 1992, hein, dans un tout petit village des Voivres, où le recteur d'académie annonce, ou le directeur de l'académie annonce une fermeture d'école et une révolte, une rébellion d'une grande partie du village, 300 habitants, qui font le chemin de se dire si on veut pas que l'école ferme, c'est l'âme de notre village, eh bien il nous faut des élèves, s'il nous faut des élèves, il nous faut des familles, s'il nous faut des familles, il nous faut ce que nous disent systématiquement les élus, des emplois. Ben non, pas des emplois, il nous faut de la vie, et il nous faut des familles, et il faut pouvoir les loger. Voilà. Et à partir du logement et de la réhabilitation, en fait, ils ont créé une activité économique, une entreprise d'insertion au départ, avec tout plein je passe très rapidement les détails, mais c'est
ils ont remis en place en fait une dynamique de développement local et aujourd'hui il y a des entreprises engagées sur la filière bois construction de façon assez extraordinaire. Une montée, et là c'est extrêmement important, nous on accompagne ça de manière très, très forte et très, très intéressée, la montée en capacité de pouvoir d'agir local entre élus et habitants et néo-habitants, avec la constitution de ce qu'on peut appeler des villages d'accueil ou des villages, oui, des villages d'accueil avec des expériences en Lozère, avec des expériences dans le Beaujolais, avec des expériences dans le Limousin, qu'on aimerait traduire et accompagner sur des comités locaux de transition et d'accueil, et puis des outils et des cadres juridiques qui sont très, très intéressants, très importantes, notamment au niveau des SIC, qui peuvent accompagner de nouvelles dynamiques plus coopératives, mais je crois qu'on va avoir un exemple très vite. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci. Je vois qu'il y a un commentaire dans le chat. N'hésitez pas à partager vos propres expériences, vos propres réflexions. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'expertise sur le sujet de la vitalité rurale et de l'accueil de celles et ceux qui arrivent parmi les auditeurs. Et donc, vous pouvez Il y a là-dessus. Jacques que j'aimerais saluer qui met un commentaire sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ouais, effectivement. Moi, j'aimerais juste, hein, parce que j'ai pas eu l'outrecuidance de poser la question à Max Rousseau, mais de lui dire, moi, je trouve que, est-ce que, enfin, moi, je trouve ça plus opérant aujourd'hui, ce que nous proposaient Bruno Latour et Nicolas Schulz, c'est-à-dire en fait d'opposer l'ancien régime climatique aux nouvelles classes écologiques, que ce clivage droite-gauche, même si c'est opérant sur le plan du libéralisme, en tout cas, me semble-t-il. Voilà, enfin bon, je pense ça comme ça. Alors, J'ai pas bien compris en fait, juste vous pouvez, ça a l'air super intéressant, mais C'est simplement, Bruno Latour, enfin, je ne sais pas si vous avez suivi les travaux de Bruno Latour et de Nicolas Schulz, pardon, qui disent, bah, en fait, aujourd'hui, ce qui n'est plus très opérant, c'est ce clivage gauche-droite. Voilà, tant la question du bouleversement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, donc la mise en danger de ce qu'ils appellent la zone critique, est au cœur en fait de la survie, des humains et du vivant. Et il dit, bah, en fait, peut-être faudrait-il réfléchir à un clivage ancien monde dominant, hein, avec ce système libéral capitaliste, versus en fait nouvelle classe écologique qui porte un autre regard sur qu'est-ce que c'est que l'économie, à quoi elle doit servir et comment on se réencase, comme dirait Polanyi, nos activités économiques dans l'écologie et pas l'inverse, quoi. Voilà. je voudrais juste répondre à ça très, très vite avant de laisser la parole aux autres, parce que du coup, je trouve ça très intéressant et je suis complètement d'accord avec vous, hein, personnellement. Je voudrais juste préciser que l'objectif de mon propos et de cette enquête, enfin, on a fait l'enquête pour comprendre s'il y a des flux, on a vu qu'il n'y avait pas de flux. On a voulu aller plus loin maintenant pour comprendre pourquoi il y avait eu ce battage médiatique, encore une fois. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre ce battage médiatique si on ne prend pas en compte les évolutions du paysage politique français. C'est mon hypothèse. Et donc, la campagne présidentielle notamment et la montée de certaines tendances politiques dans le paysage contemporain qui avaient intérêt à mettre en avant cette histoire d'exode urbain. C'est juste, mon point de vue et pour autant, voilà, je suis sinon complètement d'accord avec ce que vous dites et sur, la montée de la nouvelle classe écologique, mais là, c'est plus normatif, donc je sors de mon champ de compétences. Mais je suis d'accord. Ouais, Max, c'était pas du tout un biais ou quelque chose que, voilà, j'avais bien compris l'intention scientifique, pas de souci. Alors, je vois qu'il y a Lucas Delot à qui on n'a pas donné la parole tout à l'heure et qui demande la parole. Donc, je vois qu'il y a aussi Olivier David, mais peut-être on va donner la parole déjà à Lucas Delot. Oui, merci. Vous m'entendez? Bonjour, bonjour Jean-Yves, hein, on se connaît. Moi, j'ai une question qui est d'ordre très opérationnel et qui ne va pas directement aux intervenants. Enfin, je pense que, comme vous le disiez, il y a beaucoup de matière grise dans les personnes qui assistent à ce webinaire. Moi, je suis en train de réfléchir avec le territoire pour lequel je travaille. Donc, je suis chargé de coopération territoriale au sein de la communauté de communes du Grand Armagnac, donc un espace qui est extrêmement rural, qui est en déclin depuis
depuis une centaine d'années, on va dire, et qui a été repercuté par la crise agricole des années 90. Mais aujourd'hui se pose vraiment la définition de comment porter un projet de territoire. Et donc là, on est à ce tournant. Par rapport à ce qui nous a été exposé, moi, je pense qu'il y a quand même plein de types de territoires différents. Alors, Monsieur Rousseau l'a exprimé très bien, il y a plusieurs typologies. Est-ce que néanmoins, il existe des territoires qui se caractérisent par certains types de transition? Là, je pense comme ça à la Drôme, mais parce qu'elle est clivante et marquante. Mais est-ce que dans d'autres territoires, par exemple en Bretagne, est-ce que dans les différents départements bretons, en fonction de soit sur le littoral ou dans le centre, est-ce qu'il y a des différences? Et puis, enfin voilà, après, c'est aussi un témoignage d'expérience pour ceux qui ont des expériences à partager sur des choses qui peuvent permettre quand même, par rapport à cette réorientation, on va dire, du rural, protéiforme, des choses qui marchent bien au final. Alors, c'est une question ouverte. Non, mais moi je me permets, hein, mais Max Rousseau va compléter, mais il vient de sortir en fait une étude avec Magali Thaïlandier et quelques chercheuses et chercheurs qui justement tentent une première typologie des transitions, des transitions au niveau des territoires. Mais enfin voilà, comme j'ai pris la parole, je vais finir là-dessus. Moi, je me méfie beaucoup en fait de ces caractérisations. Elles sont intéressantes, elles nous disent des choses, mais elles disent rien de très précis. Et tu parles de la Drôme, ben, typiquement, si tu veux, dans la Drôme, il y a plusieurs Drômes en fait, hein, et donc les focales, il faut vraiment qu'elles soient très précises. Et donc, alors c'est toujours intéressant, si tu veux, la caractérisation et la typologisation, les archétypes, mais ça a vraiment des limites. Et pour moi, celle-ci, c'est des limites qui sont gênantes, quoi. Voilà, parce qu'elles disent rien finalement de tout le boulot qu'il faut qu'on mette en œuvre. C'est mon point de vue. Voilà, c'est un point de vue. Et juste pour l'anecdote, hein, par contre, Max, je crois pas que vous en ayez parlé. Alors, j'ai pas lu votre étude parce qu'elle n'est pas sortie, mais on a des réfugiés climatiques. Alors, vous en parlez un peu, hein, comme ça, au niveau des titres des médias, mais on a des réfugiés climatiques qui sont observés à la fois dans les Cévennes, à la fois j'ai un contact la semaine dernière avec une personne, une agricultrice de la Drôme qui dit je veux aller en Bretagne ou en tout cas au nord de la Loire parce que la sécheresse là me condamne. Voilà, et on a de plus en plus de demandes de ce type-là, quoi. Je voudrais juste réagir en 2 secondes. Oui, alors je suis d'accord avec ça et c'est vrai que c'est quelque chose dont j'étais pas du tout conscient avant de commencer cette enquête et qui a sauté aux yeux quand on a été voir effectivement des nouveaux arrivants et des élus locaux. C'est effectivement la prise en compte de la crise climatique, hein, dans les choix d'installation. Et je pense que ça serait quelque chose d'important à faire remonter, par exemple, aux aménageurs qui n'en ont pas encore forcément conscience, mais ça peut être massif dans les prochaines années. Et sinon, pour en venir, je voudrais aussi aller dans ton sens, hein, par rapport à la question qui était posée précédemment. Je pense pas qu'il faille forcément partir de territoire. Je suis d'accord, la Drôme est très médiatisée pour les néo-ruraux, mais c'est très diversifié. Et en fait, ce qui semble au niveau des néo-ruraux, c'est que ces gens ne sont pas forcément organisés au niveau d'un territoire, mais plutôt au niveau de réseaux, de grappes qui vont sauter le territoire assez facilement. Parce qu'en fait, ça reste des urbains. Généralement, ils ont fait la fac ou ils sont formés, ils ont gardé des liens. Donc si tu prends les Cévennes, par exemple, les Cévennes, les vallées cévenoles, tu vas avoir des villages et tu passes d'un village à un autre à 3 kilomètres de distance, c'est pas du tout la même chose parce que la sociologie n'est pas la même. Tu as un village où tu vas avoir 60 de résidences secondaires et va être bloqué à toute initiative et juste après, c'est les néo-ruraux qui ont pris la mairie, donc là, ils sont dans un développement alternatif et cetera et eux, ils sont organisés en réseau mais qui sautent largement, qui débordent complètement également les frontières du territoire et ils sont aussi super internationalisés. Du coup, c'est pas forcément la bonne approche que de partir de territoires spécifiques pour comprendre un peu, ces recompositions à mon avis. Après, je suis pas spécialiste, hein, c'est juste encore une fois une petite étude, mais c'est ce qui semblait en ressortir en tout cas. Je vais proposer à Jacques Gauthier de nous dire quelques mots en 1 minute. Je vois qu'Olivier David avait la main levée, mais il l'a plus, Oui, donc non, mais peut-être. chacun son tour. Ok. Voilà. Et puis Paula Dolci, après Jacques Gauthier,
Et puis, j'aimerais quand même qu'on ait le temps d'entendre le témoignage de Dorian Marie. Oui, vous m'entendez? Très bien. Bon, donc moi je suis en gros dans l'Ouest et pas très loin de chez vous. Il y a une structure d'élus qui s'appelle Bruded, qui travaille au développement local de communes plutôt petites, avec énormément de participation citoyenne. Donc je pense que ça, pour ceux qui veulent voir un peu ce qui se pratique à l'échelle de territoires ruraux, où on arrive à faire des lotissements pour de l'habitat léger, mobile, réversible, eh ben, allez voir chez Brudel, vous verrez tout ça. J'ai vu passer un petit truc avec Hameau Léger. Hameau Léger travaille beaucoup avec Brudel, entre autres. Et puis, effectivement, je disais que sur mon territoire, on a un exemple très concret de ce qui peut se passer dans le domaine de la néo-ruralité, avec les gens qui aujourd'hui vivent sur l'ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes, avec des activités économiques, agricoles, culturelles, d'accueil, de construction avec des matériaux biosourcés, de formation. Enfin, voilà, il y a vraiment là une économie et un mode de fonctionnement très intéressant. Ils sont ouverts, on peut aller les voir, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Merci. Paola Dolci. Oui, bonjour, merci de me donner la parole et merci beaucoup pour les présentations. Je voulais juste rebondir sur ce qu'avait dit Max Rousseau sur le fonctionnement en réseau, puisque moi j'ai fait une thèse en géographie sur les néo-agriculteurs en Italie et c'est exactement ce que j'ai observé en termes de, non pas un fonctionnement vraiment ancré sur le territoire, mais vraiment une insertion en fait de ces nouveaux profils qui, même s'ils sont plus dans des profils on qualifie plutôt rupture avec fort affect pour le rural parce que voilà, il y a vraiment un projet d'ancrage dans le territoire local en faisant de l'agriculture, en recréant tout un dynamisme local. Le fonctionnement, lui, est vraiment extrêmement réticulaire, tant pour la sociabilité, les commercialisations. Et donc, en fait, il y a énormément de circulation et de liens qui sont maintenus avec la ville et compatibles, en fait, avec des démarches qui, elles, sont très tournées vers l'écologie, l'autonomie, etc. Et je dirais que c'est aussi un fonctionnement réticulaire aussi pour qui joue énormément dans les choix d'installation et du coup pour expliquer les localisations aussi de ces nouveaux habitants. Donc voilà, c'était juste pour compléter, en tout cas merci, c'était extrêmement intéressant. Et merci, ça nous fait une bonne transition, je pense, vers le dernier témoignage de cet après-midi. Donc, comme d'habitude, un regard universitaire, un regard d'expert terrain et puis un regard de praticien, de vécu de terrain, pardon. Pour ce troisième témoignage, je vais échanger avec Dorian Marie de la société coopérative d'intérêt collectif Le Ruisseau, parmi d'autres. Parce que justement, on va évoquer plusieurs éléments. Donc, Dorian, je t'ai contacté initialement parce que tu es dans le tiers-lieu coopérative du Ruisseau. Je vais le présenter comme ça pour l'instant, puis tu corrigeras mes approximations. Et aussi bien les structures dans lesquelles tu t'es investi que ton parcours personnel nous a amené sur la question de rural, celles et ceux qui arrivent, en s'appuyant sur le bouillonnement autour du pays de Dole, donc de Dole de Bretagne, qui, à mon avis, est assez représentatif de bouillonnement d'initiatives dans de nombreux territoires ruraux en Bretagne. Pour entrer dans ce témoignage, je propose qu'on commence par décrire trois entités, l'association des idées plein la terre, le hameau de la Bigotière et la coopérative Le Ruisseau, si c'est OK comme ça. Donc, des idées plein la terre, c'est quoi? Oui, bonjour à tous, c'est bon, tu m'entends? Très bien. Très bien. Donc Dorian Marie, donc je suis arrivé en fait sur ce territoire du Pays de Dole en ayant créé une activité
Je n'avais pas forcément ciblé ce territoire, mais l'historique du projet nous a amené via la rencontre de ces agriculteurs et d'un groupement d'agriculteurs qui nous a accueillis sur le territoire pour ce projet qui s'appelle aujourd'hui Des idées plein la terre, qui est toujours une association d'éducation environnement qui cherchait à la fois à donner du grain à moudre sur ces questions environnementales, donc que ce soit les enfants, mais pas que, c'était la cible habitant, et de permettre une mise en mobilisation sur ces sujets. Donc c'est vraiment ce projet-là qui m'a fait arriver sur le territoire, où on était à la base 3 personnes plutôt du côté de Rennes. Alors on est considéré comme néo ici, même si j'ai fait des études en milieu urbain à Rennes, Quimper, Tarbes. J'ai grandi dans un petit village en Alsace au milieu des vignes. Et donc, c'est ce projet vraiment là qui nous a ancrés sur ce territoire et que j'ai été coordinateur pendant 5 ans et qui s'est développé avec maintenant toute une équipe de salariés, une centaine d'adhérents, et qui a permis de catalyser en fait les énergies qui bouillonnaient pour partie déjà sur le territoire, sur ces questions, ces enjeux de transformation face à la transition écologique ou aux transitions selon comment on aborde la chose. Donc, vous étiez un collectif d'acteurs qui avait envie de s'impliquer dans un territoire rural. Fruit du hasard, des rencontres, des opportunités, vous arrivez dans le secteur de Dole de Bretagne à peu près. Mmh. Et donc, dans cette association d'éducation et développement durable, votre souhait, donc, c'est de mobiliser les habitants, la population, et assez vite, comment est-ce que vous créez et vous entretenez des liens avec le territoire? Ça a été, on a toujours été dans une dynamique de mise en partenariat. Donc, ça a été avec le centre de loisirs, ça a été avec l'école primaire de tel village. Et donc, derrière des structures, il y a aussi des personnes. Et donc, on s'est mis en lien petit à petit avec ces structures et ces personnes. Au début, c'était plutôt orienté sur Plaine Fougère. Et puis, l'aire géographique d'intervention s'est élargie au pays de Saint-Malo en ayant plutôt un barycentre autour de Dole. Et ça, c'est la rencontre avec un élu avec lequel on n'est pas toujours d'accord, mais qui a eu le mérite de nous ouvrir les portes, qui est le président actuel de l'intercommunalité, et qui nous a accueillis dans son bureau et nous a orientés vers des actions, des besoins qu'avait sa commune sur ces sujets-là. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'asso, elle est basée à Dole, qu'elle a monté un tiers-lieu avec d'autres acteurs sur Dole, qui s'appelle l'Azut. On évoquait pendant la préparation justement cette année de 2015 avec la COP et le souhait de la commune de faire une COP locale. Donc, moi, j'ai l'impression, en tout cas dans la préparation, que c'était un moment justement de rencontre entre les néos, leurs projets, et les habitants et leurs projets aussi. Exactement, ça a été un moment fondateur de la dynamique en local, puisque je disais on était plutôt sur un jardin pédagogique et puis une intervention d'abord dans les milieux scolaires et auprès des enfants, parce que quand vous dites éducation environnement, les décideurs, ils pensent directement enfants et ils ne pensent pas à l'éducation liée à l'enfance, alors que ce n'est pas tout à fait vrai. Donc plutôt du côté de Plaine Fougère, et c'est ça qui nous a amené, c'est cette demande, ce besoin qui nous a amené plutôt à après intervenir sur Dole. Le maire Denis Rapinel a dit c'est la COP21, on aimerait bien faire quelque chose ici. Et ce quelque chose, c'est-à-dire on aimerait bien mobiliser nos habitants pour développer des initiatives sur le territoire qui se fassent en lien avec la mairie, sans que ce soit la mairie qui porte tout. Et donc on a animé une démarche, on a mis plein de monde à l'Odyssée, qui est la salle de spectacle du secteur, et il y avait une 50aine de personnes. Alors on n'a pas fait une analyse sociologique de qui il y avait dans la salle, mais je pense qu'il y avait pas mal de néos justement, de nouveaux arrivants du territoire, et qui ont abondé sur des idées. Donc il y en avait une 40aine, on n'en a sélectionné que 6. Et ces 6 idées
ont permis d'asseoir certaines activités de la part de l'association. Donc, ça allait de mettre en place du compostage collectif. Donc, ça, il y a une structure qui a été créée, d'abord une entreprise, puis une association. Un travail sur les cantines, un travail sur le jardin partagé, sur les médias environnementaux. Enfin, il y a eu différents axes de travail sur l'énergie citoyenne, enfin l'énergie renouvelable, où là aussi, ça a donné lieu à la création d'une association et puis ça a contribué à nourrir une dynamique régionale aussi. Voilà, ça a été vraiment un moment fondateur des actions de l'association. Alors, je propose qu'on définisse une autre brique de cet écosystème du territoire en disant le hameau de la Bigotière, c'est qui, c'est quoi? Alors, le hameau de la Bigotière, c'est un groupe de 12 habitants, 12 amis, qui, à force de dire, en voyant des hameaux abandonnés, en ayant de dire, tiens, on pourrait faire ça ensemble, puis on pourrait mutualiser ça et ça, à un moment, se sont dit, allez, soit on arrête d'en parler, soit on le fait. Et donc, ils se sont mis donc ils viennent du sud Rennes, hein, plutôt, et se sont mis en quête d'un lieu qui corresponde un peu à leurs envies. Donc, ils s'étaient fait un cahier des charges. Je crois que c'était à peu près avoir une ligne de train à proximité, parce que certains travaillent encore sur Rennes. Certains travaillent encore sur Rennes, d'ailleurs. Pas trop loin d'un lieu sympathique, par exemple la côte, etc., etc. Et ils sont tombés sur une ferme qui était tenu par un agriculteur en souffrance. On était sur un modèle vache laitière, Primolstein, système maïs, et voilà, ça partait ça se dégradait petit à petit, et donc ils ont repris ce bâtiment et 4 hectares qui allaient autour pour en faire un lieu de vie, déjà pour eux. Donc ils ont construit 12 foyers avec des zones privées, donc c'est-à-dire propres à chaque foyer, puis des mutualisations, par exemple une chambre d'amis, un bureau collectif, voilà. Et ils avaient l'intention d'y accueillir des activités et d'en développer. Donc ils ont développé une boulangerie et un accueil social de mamans avec leurs enfants jusqu'à l'âge de 3 ans pour accompagner à la parentalité, ce qui évite la séparation mère-enfant. Et puis, de fil en aiguille, s'est construit du lien avec les acteurs du territoire, notamment toute cette mouvance qu'il y a eu derrière, avec des idées planétaires, donc Compostou, l'époque qui est venue se greffer un peu à ça, enfin voilà, le tiers-lieu qu'on a monté, voilà, toute cette dynamique locale qui s'est un peu catalysée là-dessus. Et ça a contribué à nourrir un des projets des habitants, qui c'est Jean-Luc Toulec, qui était de créer une société coopérative d'intérêt collectif en gros, si je schématise, de développement local lié aux questions de transition. Donc là, on arrive au ruisseau. Au ruisseau, donc le ruisseau aujourd'hui, c'est une coopérative qui a grosso modo 2 piliers. Je vous dis grosso modo parce qu'elle est encore jeune, donc elle est encore en phase liquide sur certains aspects. Puis ça serait un peu dommage qu'on s'institutionnalise de trop pour le moment. Elle travaille sur des dynamiques de développement local pluriacteurs en lien avec en utilisant la coopération en lien avec ces sujets de transition. Donc par exemple autour de la biodiversité, autour de l'agriculture et le vivant, autour de l'éducation environnement, voilà, de ce genre de choses. Et puis elle anime la partie du lieu qui porte et qui développe des activités. Donc c'est ce qu'on appelle le terre-lieu, où là il y a plusieurs bulles d'activités qui cohabitent sur un même espace et qui gèrent un commun. Et là vous avez une bulle autour de l'accompagnement social, autour de l'événementiel culturel, de l'accueil touristique, l'agricole et l'accueil pédagogique et les formations. Et donc, le ruisseau, il a été créé très récemment, c'est ça? Le projet du ruisseau, ouais, il est passé par plusieurs formes juridiques d'abord. Enfin, plusieurs, je vous le dis, dans un espace. Alors, c'était quand le premier confinement? Je ne sais plus, 2021, c'est ça? 2020. 2020. On avait déjà réfléchi en amont en 2019 à qu'est-ce que pouvait être une SIC sur le territoire. Enfin, qu'est-ce qui nous manquait en fait comme maillon pour qu'on s'organise un peu mieux collectivement et pour qu'on dépasse les freins qu'on avait rencontrés avec l'association, par exemple, des idées planétaires.
Donc la réflexion commençait déjà à ce moment-là et Jean-Luc a rencontré Nathalie Huguin qui, elle, portait plutôt une envie de créer un outil qui permette de mettre en relation producteurs et consommateurs, donc d'être dans du circuit court local plutôt bio, donc de faciliter ça. Et en fait, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est le confinement qui a fermé d'un coup les marchés aux agriculteurs locaux. Et comme Nathalie et Jean-Luc avaient déjà pris contact avec ces agriculteurs, ça a été relativement assez simple et ça a été l'occasion de dire on lance ce qui est les paniers du ruisseau. Donc c'est une sorte de click and collect où vous composez votre panier pour une semaine et qui met en lien producteurs et consommateurs. Donc ça, c'est 2020. Donc dans l'urgence, ça a été monté une SAS, plutôt une SAS voulue de l'ESS. Et en parallèle, il y avait une association sur le lieu, la Bigotière, qui était plutôt lancée par les habitants de la Bigotière, qui s'appelait le Fil Vert, et qui, lui, avait déjà commencé à participer à l'aménagement du lieu. Voilà. Et donc, la rencontre de ces deux structures, l'asso a été transformée en SIC, et la SIC a absorbé l'activité de la SAS pour mieux coller au projet de développement d'activité. Donc dans la SIC, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a, donc forcément ça fonctionne en collège en termes de gouvernance, gouvernance statutaire, hein, je parle parce qu'on a une gouvernance par projet. Il y a un collège habitants et habitantes du territoire, pas juste les habitants et habitantes du lieu. On a un collège partenaire, donc c'est plutôt les structures avec lesquelles on va travailler, comme peut l'être des idées plantaires. On a un collège des salariés, forcément. Un collège des producteurs transformateurs, donc ça c'est lié au développement de la filière locale alimentaire, et un collège pour les contributeurs solidaires, donc là c'est plus tous ceux qui sont extérieurs à cet écosystème ou qui ne veulent pas trop s'y impliquer et qui sont là juste parce qu'ils trouvent le projet chouette, ils leur parlent, ça leur va dans leur éthique et ils ont envie de soutenir par une part ou soutenir par de l'apport en capitaux. Et l'intérêt d'une SIC, c'est bien de réunir les différentes parties prenantes d'un territoire, d'un projet. Aujourd'hui, vous avez des collectivités dans la SIC? Pas dans les sociétaires, non, mais on travaille avec elles, ouais. La réflexion n'est pas encore assez mûre, on ne sait pas, enfin, je pense que c'est que de créer une entreprise, donc il y a déjà plein de chantiers à traiter, surtout dans une gouvernance collégiale, voilà, il faut que le temps que culture commune se fasse sur certains sujets. Celui-là n'est pas encore arrivé sur la table, mais on sait qu'il arrivera un jour. En tout cas, on travaille déjà avec des collectivités sur le territoire. Donc, on voit beaucoup d'initiatives, beaucoup d'actions croisées, de choses qui se nourrissent les unes les autres. Qu'est-ce qui crée ou qui permet ce bouillonnement sur ce territoire-là à ce moment-là? Aujourd'hui, ou qu'est-ce qui a déclenché par le passé? Un peu les deux, mais plutôt en ce moment et En ce qu'est-ce moment. qui fait qu'on arrive là aussi? Enfin, c'est lié. Qu'est-ce qui fait le bouillonnement? C'est qu'il y a pas mal de structures qui sont nées à peu près dans les mêmes moments, portées par des personnes, et que, par exemple, je sais qu'à Des Plats Inter, ça a été une politique, une philosophie d'essayer de travailler tout le temps en partenariat. C'est-à-dire, sur une action, on essayait très peu, on y allait tout seul. On allait toujours avec une autre structure, avec une structure de l'action sociale, avec une structure de la jeunesse, et ce qui fait qu'il y a eu un réseau social local qui s'est développé, de structure à structure, de personne à personne dans ces structures. Il y a eu de l'interconnaissance qui s'est développée. Et alors, c'est pas juste l'interconnaissance, je sais que tu travailles là, je sais rien. C'est aussi, je sais qui tu es, je sais quelle structure dans quelle tu es, et je sais dans quelle trajectoire ta structure est, c'est-à-dire vers où tu veux aller, quelle est ton intention, etc. Ça, c'est important. Et il y a eu aussi une dimension de co-développement, c'est-à-dire il y a des liens d'interdépendance qui s'est fait parce que, je prends l'exemple des idées Plats Inter et Compose Tout. Des idées Plats Inter a apporté la compétence ingénierie de projet et lien aux élus. Compose Tout a apporté plutôt la compétence, donc ils font du compostage de proximité, la compétence savoir faire de compostage en proximité et les liens avec les habitants. Et à eux deux, en ayant réuni nos forces, nos savoirs, on a pu développer un programme local de compostage collectif de proximité.
Et ça a fait que les deux structures ont grandi ensemble, se sont développées ensemble. Aujourd'hui, le bébé a été complètement laissé à Compostetoux, mais pendant un temps, c'était coporté. Et ça, c'est valable pour plein d'autres projets. Ce qui fait qu'il y a tout de suite une habitude de travailler ensemble et voire de se co-développer, donc d'oser avoir des liens d'interdépendance entre nous. Et ça, c'est entretenu, je pense, par la bonne volonté des gens qui sont acteurs de ces structures-là et de ces projets, de vouloir le faire, d'être dans cette philosophie-là, d'être dans cette dynamique. Et c'est facilité aussi par le fait qu'on est sur un territoire où on est à ce que j'appelle, je l'ai pris au FIJACteur de FIJAC, cette expression, on est à portée d'engueulade, c'est-à-dire c'est facile de se croiser, de se voir, même de se croiser en dehors de temps de travail ou en se croisant au marché, dans la rue, dans un bar, ou dans les moments conviviaux qu'on organise nous-mêmes, parce qu'on aime bien entretenir ce fait-là, c'est de prendre soin du collectif et on travaille parce qu'on a foi dans ce qu'on fait et ça a du sens pour nous, mais aussi on travaille parce qu'on a plaisir à travailler ensemble et ça, on souhaite l'entretenir. Donc il y a des moments de convivialité, il y a des moments où on boit l'apéro juste. Merci. Alors, j'allais dire aux participants, il n'y a pas que moi qui pose des questions, il nous reste 7 minutes. Et alors que j'allais le dire, je vois qu'Isabelle Roux a posé une question dans le chat, donc je vais lui proposer de la poser de vive voix si ça lui convient. Oui, tout à fait. Merci de me laisser le micro. Bravo pour ce témoignage que je trouve remarquable et qui me donne des ailes. Juste, j'aimerais savoir de quel accompagnement, oula, j'ai mon image qui est bizarre, de quel accompagnement technique et financier avez-vous pu bénéficier pour structurer un peu ces différents réseaux? Y en a-t-il eu déjà des accompagnements techniques et financiers? Ou est-ce justement parce qu'il y avait des savoir-faire de ces néo-ruraux et croisés avec des locaux qui avaient eux-mêmes une forme d'expérience, d'expertise du cru en fait, et une bonne connaissance surtout des acteurs. Moi, j'aime beaucoup le fait que vous insistiez sur l'ingénierie du lien, dont on ne parle jamais, qui est l'invisible en fait, l'implicite de la coopération et qui fait que ça va forcément fonctionner là et pas ailleurs, parce que justement, on se croise, on discute, on boit un coup, etc. Donc ça c'est génial, mais souvent, c'est pas valorisé, c'est pas aidé, c'est pas accompagné. Donc voilà, est-ce que vous avez été accompagné d'une façon ou d'une autre, ou est-ce que ça s'est fait de façon spontanée? Et aujourd'hui, parce que ça, c'est quelque chose qui me taraude dans tous les projets que je suis amenée à m'intéresser ou à accompagner, c'est où en êtes-vous aujourd'hui? Vous êtes assez jeune dans cette cycle de l'assise, de votre modèle socio-économique, parce que là, on parle bien d'un modèle socio-économique. Merci pour cette question. Alors, les accompagnements, je mélange dans l'historique le développement de l'écosystème local, donc je ne m'arrête pas juste à la cycle ruisseau. Moi, quand j'étais coordinateur, et même dans la gestion de projet que je fais aujourd'hui, je m'intéresse à la fois au modèle économique, d'abord à la fois au cadre de coopération. J'essaie de vérifier que le cadre de coopération il est en place et qu'on est OK là-dessus et que mes petits indicateurs ils sont plutôt ouverts là-dessus. Ensuite, je m'intéresse à 3 formes de capitaux. C'est le capital social et culturel, le capital social, c'est-à-dire l'ensemble des réseaux de personnes qu'on peut avoir. Et ça, on l'a travaillé volontairement, par exemple à Desdéblinter, mais aussi à la Cycle Ruisseau, c'est-à-dire qu'on fait partie de différents réseaux. Aujourd'hui, on en est même avec notamment 3 structures moteurs un peu sur cette question de coopération interacteur en micro-local. On s'est même réparti les réseaux entre nous. C'est-à-dire, il y en a, ils vont être au réseau d'éducation environnement breton. Il y en a d'autres, ils vont être plutôt sur le côté agriculture durable. Moi, par exemple, je suis Bretagne Tiers-Lieu et la Cresse. Voilà, on s'est répartis vraiment. Et ça nous apporte déjà un bagage, des temps d'échange, des temps de rencontre qui nous nourrissent aussi dans nos démarches et l'accès à des outils. Ensuite, on a notre bagage, notre capital culturel interne, où on est quand même, notamment dans les cadres, on est sur des personnes qui ont
souvent des expériences assez variées, des doubles professions. Par exemple, moi, je suis plutôt ingénieur de projet, gestion d'entreprise, mais je suis aussi animateur environnement. Certains sont, avec la personne avec qui j'ai fondé, que Catherine Darroux, j'ai vu qu'elle était dans la participant, connaît assez bien, qui a fait agro à Rennes et qui était plutôt sociologue et qui est maintenant comédienne et écrivaine. Celle qui a pris ma suite à Disdéplanter est géographe et montage d'entreprise ESS. Enfin voilà, on est toujours, on aime bien être des personnes décloisonnées et ça a apporté une forme de résilience pour à chaque fois être en capacité d'inventer et d'innover ensemble. Et puis on a eu des outils qui ont été plutôt fondateurs. Je vais en citer quelques-uns. Les DLA, dispositifs locaux d'accompagnement, notamment le premier qu'on a fait avec Disdéplanter qui a vraiment posé. On a eu un très chouette consultant qui s'appelle Emmanuel de Joanto, qui est dans le 64, je crois, qui ont posé des briques solides. L'espace de vie sociale, qui est une labellisation de la CAF, que Disdéplanter on a travaillé et on a obtenu et qui aujourd'hui vit bien. Et puis plus récemment, sur les cycles Ruisseau, comme on a été en capacité de réunir un pool d'acteurs et qu'il y a déjà un historique de coopération, on a réussi à glaner des appels à projets nationaux, notamment en lien avec la politique des tiers-lieux, qui sont Fabrique de territoire, qui là, clairement, on a un des axes qui est l'animation de ce réseau-là, et manufacture de proximité. Donc on est un des pas beaucoup de lieux qu'il y a en France qui cumulent à la fois fabrique de territoire et manufacture de proximité. Après, sur la SIC, ouais, elle est jeune. Ça va faire 2 ans. On est encore en train d'essayer d'asseoir le modèle économique. On n'est pas payé au salaire qu'on devrait être payé. On est à peu près à l'équilibre, mais voilà, c'est précaire. On a 2 gros appels à projets, donc fabrique de territoire et manuf de proximité, qui permettent de faire vivre nos missions. Et tout l'enjeu demain, c'est d'arriver à rentrer dans notre modèle économique, ce savoir-faire et cette offre de services qu'on déploie sur le territoire et de la valoriser économiquement. Donc on a des pistes, hein, on est déjà en démarche de ça, puisque fabrique de territoire se termine à la fin de l'année prochaine, manufacture aussi. Donc on sait déjà qu'on doit anticiper ça et on a déjà commencé à le faire en développant notre offre de service. Merci beaucoup. Je rebondis, en fait, je vous remercie beaucoup pour ces éléments de réponse parce que c'est la pierre d'achoppement de beaucoup de structures. Et en fait, moi, je pense à titre personnel que en fait, les appels à projets, c'est super parce que ça permet vraiment de structurer. Alors, quand ils sont sur un temps d'accompagnement de 2-3 ans, c'est absolument génial. Souvent, c'est plus court. Mais en fait, je pense que sur ce type de structure, en fait, il faut un accompagnement beaucoup plus long, éventuellement dégressif, mais 3 ans, c'est beaucoup trop court. Et ça oblige du coup, parfois, je ne sais pas, j'espère que ce ne sera pas le cas, à perdre un petit peu de vue son objectif de départ pour finalement entrer dans une espèce de fuite en avant, de course d'appel à projet pour pouvoir à tout prix maintenir son fonctionnement, parce que son modèle économique, il faut 6, 8, voire 10 ans sur des modèles comme ça, hybrides, pour les asseoir. Et on n'arrive pas à le faire valoir, ça, auprès des acteurs publics, en fait. Merci beaucoup. Il est 16h01 et je vois que Catherine Lédard a déjà sorti la diapo avec la suite. Donc, je vais la laisser prendre la main. Voilà, donc merci beaucoup. On est désolé de vous interrompre là parce que c'est vrai qu'avec tous les intervenants, on aurait pu poser encore plein d'autres questions, mais c'est l'heure, j'ai envie de dire, de rendre l'antenne. On n'est pas encore à la télé, mais voilà, c'est la fin de ce webinaire. Notre cycle se poursuit. En attendant, si vous voulez revoir les webinaires qu'on a déjà organisés, les précédents, vous les trouvez, comme Marianne le disait tout à l'heure, sur les chaînes YouTube de la chaire TEMAP et du Réseau Rural Bretagne. Et notre prochain rendez-vous aura lieu le jeudi 11 mai 2023 de 14 à 16h.
avec des modalités d'inscription qui sont similaires à celles que vous avez rencontrées aujourd'hui. Et la thématique, ce sera populisme et ruralité. Et donc, on vous attend à ce prochain rendez-vous. Merci beaucoup à vous tous. Merci.